Dans sa robe de mariée, elle montait dans un train de minuit, fuyant un mariage dont elle ne voulait pas. L'inconnu à ses côtés la protégea lorsque les agents de sécurité arrivèrent, sans poser de questions. Elle pensait qu'il était simplement bienveillant. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était un chef de la mafia, et qu'il n'avait aucune intention de la laisser partir. La dentelle blanche frotta contre les genoux d'Isabella alors qu'elle courait. Elle avait arraché son voile 1 heure auparavant, le fourrant dans une poubelle des toilettes du lieu de réception, mais la robe, mon Dieu, la robe était toujours là, dissimulée sous son long manteau noir, transformant chaque pas en un fardeau lourd comme des chaînes. La gare était presque vide à minuit, seul un sans-abri dormait sur un banc et un concierge nettoyait l'autre bout du quai. Les talons d'Isabella claquaient trop fort sur le béton, chaque bruit la faisait grimacer. « Ils vont me trouver, ils me trouvent toujours. » Son téléphone vibra dans sa poche. Elle ne regarda pas. Elle savait que ce serait Marcus, son fiancé, ou pire, son père. Richard Ashford, l'homme qui avait orchestré ce cauchemar d'engagement. L'homme qui avait clairement fait comprendre que refuser n'était pas une option quand on devait 12 millions de dollars, 12 000 dollars, à sa famille. Le père d'Isabella avait tout dilapidé avant de mourir l'année dernière. La dette lui était retombée dessus comme un héritage inversé, et les Ashford s'étaient fait un plaisir de tout pardonner en échange d'un prix. Un mariage avec Marcus, une fusion de famille, une transaction enrobée de fleurs et de champagne. Elle avait failli y consentir, failli remonter l'allée. Mais lorsque Marcus lui avait saisi le poignet durant le dîner de répétition et avait murmuré « Tu feras ce qu'on te dit maintenant », quelque chose en elle avait cédé, et elle s'était enfuie. Le tableau des départs clignota au-dessus d'elle. Train 47, 47 pour Chicago. Départ à 0h, 8, 0h8. Quai 3, 3. Chicago, suffisamment loin, suffisamment grande pour disparaître. Isabella fouilla dans son sac à main, en sortant le reste de son argent. Elle avait retiré tout ce qu'elle avait sur son compte plus tôt dans la journée, sachant que les Ashford la bloqueraient dès qu'ils réaliseraient sa disparition. 347 $. C'était tout ce qu'il lui restait au monde. Elle acheta le billet à une machine automatique et se hâta vers le quai 3-3. C'est alors qu'elle les vit. 2 hommes en costume sombre près de l'entrée. La sécurité des Ashford. Elle reconnut le plus grand, Greg, le garde du corps personnel de Marcus. Il scannait la gare, parlant dans une radio accrochée à son col. Le cœur d'Isabella s'arrêta. Elle tourna brusquement, se dissimulant derrière un pilier de béton. Non, 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 pas maintenant, pas si près du but. Le train était déjà sur le quai, les portes ouvertes, le moteur ronronnant, à 15 mètres, 50 pieds d'elle. Elle devait juste y arriver sans être vue. Elle attendit que Greg regarde dans l'autre direction, puis elle fila. Le manteau flottait derrière elle. La robe s'emmêlait autour de ses jambes. Elle faillit trébucher, mais se rattrapa à une rampe. « Hé, arrêtez !» La voix de Greg résonna dans la gare. Isabella ne regarda pas en arrière. Elle courut droit vers le wagon le plus proche, se jetant littéralement par les portes, juste au moment où elles commençaient à se refermer. Le train s'ébranla. Elle trébucha dans l'allée, essoufflée, et s'effondra sur le premier siège vide qu'elle vit. Ses mains tremblaient, son corps entier tremblait. Par la fenêtre, elle put voir Greg courir le long du quai, criant dans sa radio, mais le train prenait de la vitesse. En quelques secondes, la gare disparut dans l'obscurité derrière eux. Isabella pressa son front contre la vitre fraîche et tenta de ne pas pleurer. « J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Vous allez bien ?» La voix vint d'à côté d'elle, grave, calme et distinctement masculine. Isabella leva brusquement la tête, réalisant pour la première fois qu'elle n'était pas seule sur la banquette. Un homme était assis sur le siège à côté d'elle, la regardant avec des yeux sombres et impénétrables. Il avait peut-être la trentaine, portait un costume noir d'apparence coûteuse sans cravate. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, et il y avait quelque chose d'inquiétant dans son calme, comme un prédateur décidant s'il devait attaquer ou attendre. « Je vais bien, » dit Isabella rapidement, essuyant ses yeux. « Désolé, je ne voulais pas... » « Vous fuyez quelque chose. » Ce n'était pas une question. Isabella se raidit. « Je ne sais pas ce que vous... » Les hommes à la gare. Ils vous poursuivaient. Sa gorge se serra. Elle jeta un coup d'œil autour du wagon. Il était presque vide. Juste quelques passagers, éparpillés sur des sièges lointains. La plupart endormis, personne ne faisant attention. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle. L'homme l'étudia un instant de plus, puis se pencha en arrière sur son siège. « Moi non plus. » Quelque chose dans son ton la fit le croire, mais il y avait aussi autre chose,
quelque chose qui lui faisait sentir qu'il pourrait causer beaucoup d'ennuis s'il le voulait. Ils restèrent silencieux, tandis que le train traversait la nuit. Isabella gardait son manteau bien serré, essayant de cacher la robe ridicule en dessous. Elle se sentait exposée, vulnérable. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle le sortit et vit 17 appels manqués. 12 de Marcus, 5 de Richard Ashford et un message texte de Marcus. « Tu ne peux pas te cacher de nous, Isabella, tu nous appartiens. » Elle éteignit complètement le téléphone et le fourra de nouveau dans son sac à main. « Mauvaise nuit ?» demanda l'homme à côté d'elle, sa voix contenant une pointe d'amusement sombre. On pourrait dire ça. Robe de mariée sous le manteau. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Comment avez-vous… » »« La dentelle de votre col, et vous l'ajustez constamment comme si elle ne convenait pas. » Il hocha la tête vers ses mains. « De plus, vous portez toujours votre bague de fiançailles. » Isabella baissa les yeux. Il avait raison. L'énorme diamant que Marcus lui avait donné brillait encore à son doigt, captant les lumières tamisées du train. Elle l'ôta immédiatement et le fourra dans la poche de son manteau. « Fiancé en fuite, » dit l'homme doucement. « Cela demande du courage ou de la stupidité. Parfois, c'est la même chose. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, le train commença à ralentir. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi nous arrêtons-nous? La prochaine gare n'est pas avant 40 minutes. » L'expression de l'homme s'assombrit. Il se redressa, regardant vers l'avant du wagon. C'est alors qu'Isabella les vit. Deux agents de sécurité d'Ashford, franchissant la porte de communication depuis le wagon suivant. Ils devaient être montés à la dernière seconde. Son sang se glaça. « Ils vérifient de chaque wagon, » souffla-t-elle. « Ils vont me trouver. » Les gardes avançaient lentement dans l'allée, observant chaque passager. L'un d'eux tenait une photo, probablement la sienne. L'esprit d'Isabella tournait à toute vitesse. Elle pourrait essayer de se cacher dans les toilettes, mais ils y chercheraient. Elle pourrait courir vers un autre wagon, mais où irait-elle? Elle était piégée. Puis elle le sentit, un bras chaud et fort qui se glissa autour de ses épaules, la tirant près d'une poitrine solide. « Qu'est-ce que vous… » « Silence !» murmura l'homme contre ses cheveux. « Penchez-vous contre moi. Ayez l'air naturel. » Le cœur d'Isabella battait la chamade, mais elle fit ce qu'il dit. Elle posa son visage contre son épaule, laissant ses cheveux tomber vers l'avant pour masquer ses traits. Son autre main vint se poser négligemment sur son bras, comme s'ils étaient assis ensemble depuis tout ce temps, comme si elle était à sa place là. Les gardes s'approchèrent. Isabella retint sa respiration. Elle sentait le battement régulier du cœur de l'homme sous sa chemise, lent, calme, imperturbable. Il sentait le parfum cher et quelque chose de plus sombre, du whisky peut-être, ou le danger. Le garde s'arrêta à côté de leur rangée. « Excusez-moi, monsieur. » Le bras de l'homme se serra légèrement autour d'Isabella. Quand il parla, sa voix était différente, plus froide, empreinte d'une autorité qui la fit frissonner. « Y a-t-il un problème ?» L'un des gardes brandit la photo. « Nous cherchons quelqu'un. Avez-vous vu ?» Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Isabella risqua un coup d'œil. Le garde fixait l'homme qui la tenait, et l'expression de son visage avait complètement changé. La couleur avait quitté ses joues. « Monsieur Duca, » balbutia le garde. « Nous ne savions pas que vous étiez… » « Vous perturbez ma soirée, » dit l'homme calmement. « Je vous suggère de continuer votre chemin. »« Oui, monsieur, bien sûr, désolé de vous déranger. » Les gardes se retirèrent rapidement, trébuchant presque en retournant vers l'autre wagon. Isabella attendit qu'ils soient partis avant de s'éloigner légèrement. « Qui êtes-vous » L'homme, monsieur Duca, la relâcha et se rassit avec le même calme troublant. « Quelqu'un dont vous devriez probablement vous tenir éloigné, » dit-il. Puis, il ferma les yeux comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Mais cette nuit, je suis la raison pour laquelle vous êtes toujours libre. » Isabella le fixa, son esprit débordant de questions. Mais tout ce qu'elle réussit à murmurer fut « Merci ». Il n'ouvrit pas les yeux. « Ne me remerciez pas encore. » Isabella s'éveilla aux rayons du soleil qui perçaient la fenêtre du train. Un instant, elle oublia où elle était. Puis, tout lui revint en mémoire. Le mariage, la fuite, les gardes. Elle se redressa rapidement, le cou raide d'avoir dormi dans une position inconfortable contre la vitre. Le siège à côté d'elle était vide. Monsieur Duca était parti. Isabella regarda autour d'elle dans le wagon. La plupart des autres passagers rassemblaient leurs affaires, se préparant à descendre. Par la fenêtre, elle pouvait voir la skyline de Chicago, s'élever au loin, les bâtiments captant la lumière du petit matin. Elle était arrivée. Elle était vraiment là. Son soulagement dura exactement 3 secondes avant que la réalité ne s'installe. Elle n'avait aucun plan,
aucun endroit où loger. Ses 300 $, moins le billet de train, lui laissaient peut-être 250 $ en tout et pour tout. Elle ne pouvait pas utiliser de carte de crédit. Les Ashford les retrouveraient immédiatement. Un problème à la fois, se dit-elle. D'abord, descendre de ce train, puis le reste. Le train arriva à la gare Union à 6h47. 6h47. Isabella attendit que la plupart des passagers soient sortis avant de se lever. Ses jambes tremblaient et la robe de mariée était un désordre froissé sous son manteau. Elle ressemblait probablement exactement à ce qu'elle était, une femme qui avait dormi dans ses vêtements après avoir fui son propre mariage. Elle descendit sur le quai et fut immédiatement engloutie par la foule matinale. Des hommes d'affaires en costume la dépassaient en se pressant, des tasses de café à la main. Des touristes avec des valises à roulettes bloquaient le passage, vérifiant leur téléphone pour des directions. Isabella serra son manteau plus fort et garda la tête baissée. Elle nécessitait de se fondre et de s'évanouir dans le paysage urbain. À mi-chemin du terminal principal, une sensation familière la saisit, ce picotement dans la nuque, l'impression d'être observée. Un rapide coup d'œil jeté derrière son épaule ne révéla qu'une foule anonyme d'usagers, personne ne lui accordant attention. « T'es paranoïaque », pensa-t-elle, « juste paranoïaque ». Pourtant, elle accéléra le pas. Elle débusqua des toilettes à proximité de la sortie de la gare et s'y enferma dans un box. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle retirait son manteau, puis, enfin, s'attaquait à la robe de mariée. La fermeture éclair était bloquée à mi-dos. Elle se tordit, tira, au bord des larmes de frustration, jusqu'à ce qu'elle cède. Elle fourra la robe dans la poubelle, la recouvrant de papier absorbant. En dessous, elle portait toujours la simple sous-robe blanche qu'elle avait glissée sous la toilette. Il faudrait s'en contenter jusqu'à ce qu'elle puisse dénicher de vrais vêtements. Isabella enfila à nouveau son manteau, le boutonnant jusqu'au col. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Au moins, elle n'avait plus l'allure d'une mariée en fuite. Lorsqu'elle réapparut des sanitaires, l'atmosphère du terminal lui sembla différente, plus exposée. Elle devait impérativement se mouvoir. Dehors, elle repéra une station de taxi et se glissa dans la première voiture disponible. « Où vous allez ?» demanda le chauffeur, la regardant dans le rétroviseur. « Où vous allez ?»« Bonne question. »« Un hôtel bon marché, » répondit Isabella. « Quelque chose qui accepte les paiements en espèces. » Le chauffeur haussa un sourcil, mais n'ajouta rien. « Je connais un endroit. » Depuis la banquette arrière d'un SUV noir stationné en face de la gare, Lorenzo Duca observait le taxi d'Isabella s'éloigner dans la circulation. « On la suit, patron ?» demanda le chauffeur, un homme corpulent appelé Vincent, fidèle à l'organisation de Lorenzo depuis 15 ans. « Pas la peine !» rétorqua Lorenzo, continuant de fixer des yeux le taxi jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une rue. Elle refera surface quelque part. « Chicago, c'est ma ville. Elle ne pourra pas se cacher longtemps ici. » Il avait délibérément quitté le siège du train avant qu'elle ne se réveille. Mieux ainsi, plus propre. La nuit précédente n'avait été qu'une impulsion. Il ne se mêlait habituellement pas des problèmes des autres, surtout pas de ceux de femmes inconnues fuyant de mauvais mariages. Mais elle avait eu quelque chose, la peur dans ses yeux mêlée à la détermination, la façon dont elle avait couru vers ce train comme si sa vie en dépendait. « Lancez sa photo dans nos bases de données », ordonna Lorenzo. « Je veux savoir qui elle est et pourquoi ces agents de sécurité étaient si désespérés de la localiser. »« Déjà fait », répondit une voix depuis le siège passager avant. Marco, le spécialiste tech de Lorenzo, tapait frénétiquement sur une tablette. La reconnaissance faciale devrait donner des résultats d'ici quelques minutes. Lorenzo s'adossa, observant la ville s'éveiller autour d'eux. Il était venu à Chicago pour affaires, une délicate négociation avec une famille Castellano concernant les routes maritimes via le port de Chicago. Cela n'aurait dû être qu'un simple aller-retour d'une nuit. Puis, elle était tombée dans son train, traînant le chaos derrière elle comme un voile de mariée. « Je l'ai », annonça Marco, présentant la tablette. Isabella Marlowe, 26 ans, fille du défunt homme d'affaires, Robert Marlowe. Elle devait épouser Marcus Ashford hier soir. Oh, il s'interrompit en lisant. Oh, c'est intéressant. Quoi? Demanda Lorenzo, son attention s'aiguisant. Les Ashford, la famille de Richard Ashford. Lorenzo se figea. Répète ça. Isabella Marlowe était fiancée à Marcus Ashford, le fils de Richard Ashford, PDG d'Ashford Industries. Le mariage devait avoir lieu hier soir à New York, dans leur propriété. Marco fit défiler d'autres informations. D'après les publications des invités sur les réseaux sociaux, la mariée n'a jamais assisté à la cérémonie. Ça a provoqué un sacré scandale. La famille tente de rester discrète,
Mais la nouvelle se propage déjà dans leur cercle. L'esprit de Lorenzo tournait déjà à plein régime, explorant les possibilités, les stratégies, les implications. Richard Ashford. Ce nom, il le connaissait très bien, trop bien. La famille Ashford contrôlait la moitié des biens immobiliers commerciaux du Nord-Est. Plus crucial encore, il maîtrisait les contrats de transport dont l'organisation de Lorenzo avait besoin pour ses activités légitimes. Au cours des deux dernières années, Richard Ashford avait asphyxié les chaînes d'approvisionnement de Lorenzo, faisant exploser les coûts, rendant la vie difficile. C'était une guerre économique, subtile et légale. Le genre de combat où l'on ne pouvait pas simplement envoyer des hommes armés. Il fallait être plus ingénieux. Et maintenant, la future belle-fille de Richard Ashford, la jeune femme censée sceller une sorte de fusion familiale, avait littéralement fui l'hôtel pour finir assise à côté de Lorenzo Duca dans un train de minuit. « Patron ?» demanda Vincent, observant l'expression de Lorenzo. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Lorenzo resta silencieux un long moment, songeant que la meilleure stratégie serait de se retirer, laisser la jeune femme courir, laisser les Ashford se déchirer en la cherchant. Ce n'était pas son problème, mais Lorenzo n'avait pas bâti un empire en fuyant les opportunités. « Mettez-la sous surveillance, » finit-il par dire, discrètement. « Je veux savoir où elle va, à qui elle parle. Mais personne ne la touche, personne ne l'approche, juste observer. »« Vous pensez que les Ashford vont venir la chercher ?» interrogea Marco. « Oh, ils vont venir la chercher, » répondit Lorenzo. « Isabella Marlowe est devenue la personne disparue la plus précieuse de la ville, et ils ne sont pas les seuls à vouloir la retrouver. Ils pensent aux autres familles, aux factions rivales qui adoreraient exploiter l'embarras de la famille Ashford. Il y avait au moins trois organisations à Chicago, seulement qui enlèveraient Isabella pour avoir un levier sur Richard Ashford. La jeune femme avait fui une cage pour se retrouver dans une ville pleine de prédateurs. « Monsieur, » dit Vincent prudemment, « si vous envisagez de l'utiliser contre les Ashford, je n'envisage rien pour le moment, » l'interrompit Lorenzo. « Je m'assure simplement qu'elle reste en vie assez longtemps pour que je puisse décider de ce que je vais faire d'elle. » Ce n'était pas entièrement un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Lorenzo sortit son téléphone et passa un appel. La réponse fut immédiate. « J'ai besoin de surveillance pour quelqu'un, » dit-il. « Isabella Marlowe, déterminez où elle loge, ce qu'elle fait, et assurez-vous que personne d'autre ne l'atteigne avant moi. » Il raccrocha et regarda de nouveau vers l'entrée de la gare où il l'avait vue pour la dernière fois. « Ne me remercie pas encore, » lui avait-il dit dans le train. Il avait le sentiment que ces mots allaient devenir très pertinents. L'auberge portait le nom de Roosevelt, bien qu'il soit fort probable qu'aucun individu portant ce nom n'ait jamais franchi ses portes. La peinture s'écaillait, la moquette était tachée, et Isabella était presque certaine que quelque chose vivait dans les murs, à en juger par les bruits de grattement nocturnes. Mais c'était bon marché, 40 $ la nuit, en espèces seulement, sans besoin de pièces d'identité. « Combien de temps restez-vous » avait demandé le réceptionniste lors de son enregistrement il y a trois jours. C'était un vieil homme aux dents jaunes et à l'expression blasée. « Pas encore sûr » avait répondu Isabella, glissant 200 $ sur le comptoir. « Une semaine peut-être. » Le réceptionniste avait haussé les épaules et lui avait remis une clé pour la chambre 207. Aucune question posée, c'est exactement ce dont elle avait besoin. Isabella survivait avec des sandwichs de station-service et évitait les miroirs. Chaque fois qu'elle croisait son reflet, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage pâle. Les vêtements de créateur et le maquillage impeccable de son ancienne vie lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Le quatrième jour à Chicago, elle se mit en quête de travail. Elle ne pouvait pas rester enfermée dans cette chambre éternellement. Son argent s'amenuisait, et l'oisiveté signifiait trop réfléchir. Réfléchir à Marcus, aux Ashford, à la vie qu'elle avait anéantie en s'enfuyant. Elle trouva un petit café appelé Rosie's, à l'angle d'une rue tranquille de Pilsen. L'écriteau « Aide demandée » dans la vitrine semblait y être depuis des mois. Le papier jauni et gondolé. À l'intérieur, l'endroit était douillet, des chaises dépareillées, des œuvres d'art locales aux murs, l'odeur de café frais et de cinnamon rolls. Quelques clients étaient dispersés aux tables, tapant sur des ordinateurs portables ou lisant des livres. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants. « Vous êtes au courant pour le poste ?» demanda-t-elle, avant même qu'Isabella ait pu dire quoi que ce soit. « Oui, je n'ai pas de CV ni rien, mais je suis une bosseuse. Je peux commencer tout de suite. » La femme la dévisagea un instant. Isabella se demanda ce qu'elle voyait, le désespoir probablement, peut-être la peur.
Vous savez faire le café? Demanda la femme. Je peux apprendre. Vous fuyez quelque chose? La gorge d'Isabella se serra. Pourquoi diriez-vous ça? Ma chère, je possède cet endroit depuis 20 ans. Je connais ce regard. La femme essuya ses mains sur son tablier. Je n'ai pas besoin de connaître les détails, mais si vous comptez m'attirer des ennuis, je dois le savoir maintenant. Pas d'ennuis? Dit rapidement Isabella. J'ai juste besoin d'un nouveau départ, s'il vous plaît. La femme resta silencieuse un instant, puis acquiesça. Je m'appelle Rousy. Quel était votre nom? Isabella hésita. Elle ne pouvait pas utiliser son vrai nom. Les Ashford auraient des gens à sa recherche. Emma, dit-elle, Emma Collins. Eh bien, Emma Collins, vous commencez demain à 6 heures du matin. 20 $ de l'heure en espèces à la fin de chaque semaine. Vous arrivez à l'heure, travaillez dur, et tout ira bien. Un flot de soulagement inonda Isabella. Merci, merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Le rush du matin, c'est le chaos. Dans un bureau aux parois vitrées, 30 étages au-dessus de Michigan Avenue, Richard Ashford se tenait à la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. Toujours rien? Demanda-t-il sans se retourner. Derrière lui, son chef de la sécurité se remua mal à l'aise. Nous l'avons retrouvée jusqu'à Chicago, monsieur. Elle a pris le train de minuit depuis Penn Station, mais après son arrivée à Union Station hier matin, la piste se refroidit. C'est inacceptable. Nous agissons discrètement, comme vous l'avez demandé. Pas d'intervention policière, pas d'annonce publique. Mais Chicago est une grande ville, et si elle utilise de l'argent liquide, je me moque de la taille de Chicago. Richard se retourna, son visage glacial. Retrouvez-la. Marcus est humilié. Nos investisseurs posent des questions. La fusion avec les actifs Marlowe dépend de ce mariage. Monsieur, avec le respect que je vous dois, si la jeune femme ne veut pas... Je me moque de ce qu'elle veut, claqua Richard. Son père nous devait 12 millions de dollars. Elle a accepté les conditions. Elle remplira son obligation. D'un hochement de tête raide, le chef de la sécurité confirma. Nos équipes sont en alerte, scrutant chaque hôtel, foyer et refuge. Son téléphone est sous surveillance, bien qu'éteint depuis son départ précipité. Nous avons également discrètement mobilisé nos contacts à travers la ville. Tôt ou tard, quelqu'un la repérera. Richard, avec une urgence non dissimulée, rétorqua « Faites en sorte que ce soit le plus tôt possible, et quand vous la retrouverez, ramenez-la sans la moindre esclandre. Le dernier de nos soucis est d'attirer davantage l'attention sur ce désastre. » Une fois le chef de la sécurité parti, Richard resta figé devant la fenêtre. Isabella Marlowe avait toujours été une jeune femme discrète, obéissante. Il avait naïvement cru qu'elle embrasserait son destin avec la résignation d'une personne sensée. Ce mariage, après tout, était censé résoudre bien des problèmes. Il effacerait les dettes de son père, offrirait à Marcus une épouse respectable et garantirait la pérennité des actifs restants de la famille Marlowe. S'enfuir était d'une stupidité et d'une témérité inouïe, mais Richard ne doutait pas un instant de la retrouver. Il a toujours fini par récupérer ce qui lui appartenait. À l'autre bout de la ville, Lorenzo, tapi dans sa voiture aux vitres teintées, observait Isabella à travers les vitres du café Rosie, où elle s'affairait à nettoyer les tables et à remplir les tasses de café. Désormais sous le nom d'Emma, elle travaillait là depuis deux jours seulement. Ces hommes l'avaient localisée en quelques heures après qu'elle a décroché ce poste. Elle a un don pour la clandestinité, fit remarquer Marco depuis le siège passager. Faux nom, paiement en espèces uniquement, et logée dans une auberge de jeunesse sans registre. Peu de gens y penseraient. Elle est astucieuse, acquiesça Lorenzo. Désespérée, mais astucieuse. Il la regarda rire à une blague d'un client. Elle semblait transformée, loin de la femme terrorisée qu'il avait rencontrée dans le train, plus détendue, presque normale, presque. Mais Lorenzo décelait dans son regard des échappées vers la porte à chaque nouvelle entrée, une tension dans ses épaules dès qu'un regard s'attardait sur elle. Même à l'arrêt, elle était toujours en fuite. Les Ashford la recherchent, poursuivit Marco. Discrètement, certes, mais nos informateurs confirment que Richard Ashford a personnellement déployé son équipe de sécurité. Il fouille chaque hôtel bon marché et chaque auberge de la ville. Combien de temps avant qu'il ne la trouve? Une semaine, peut-être 2 si elle a de la chance. Ils sont méticuleux. Lorenzo tambourinait des doigts sur le volant, absorbé dans ses pensées. Son concilière l'avait déjà éclairé sur les bénéfices stratégiques que représentait le contrôle d'Isabella. Elle était un levier face aux Ashford. Si Lorenzo le souhaitait, il pourrait l'utiliser pour négocier de meilleurs termes sur les contrats maritimes, les transactions immobilières ou toute autre affaire que Richard Ashford avait bloquée. C'était purement une question d'affaires.
Mais en la regardant maintenant, servir du café avec ce sourire fragile, Lorenzo sentait autre chose s'éveiller en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. Elle avait eu le courage de fuir, de choisir la liberté au détriment de la sécurité, même si cela signifiait tout perdre. Dans son univers, ce genre de courage était rare. « Patron, » demanda Marco, « quelle est la stratégie ?» Lorenzo garda le silence un instant, puis sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, » déclara-t-il, lorsque l'appel fut décroché. « J'ai besoin que tu organises quelque chose. L'auberge où loge Isabella Marlowe. » Il marqua une pause. « Je veux qu'elle soit rachetée. Discrètement. Utilise une société écran, et je dois disposer d'une propriété dans le parc Lincoln, quelque chose de sécurisé, mais confortable. »« On la déplace ?» demanda Marco, après que Lorenzo eut raccroché. « Pas encore, mais quand les Ashford se rapprocheront, et ils se rapprocheront, je veux avoir des options. »« Vous la protégez, » affirma Marco. « Je protège un atout, » rectifia Lorenzo. Pourtant, même en prononçant ces mots, il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Il observa Isabella porter un plateau de café à une table d'étudiants. Elle s'efforçait avec tant d'ardeur de bâtir une vie normale à partir de rien. Elle ignorait alors combien de loups rôdaient autour d'elle, lui y compris. Le bureau de Lorenzo offrait une vue imprenable sur la rivière Chicago, tout d'acier, de verre et de pouvoir. Mais à cet instant, ce n'était pas le panorama qui accaparait son attention. Son regard était rivé sur le dossier posé devant lui. Isabella Marlowe, 26 ans, diplômée en histoire de l'art de l'Université de New York. Casier judiciaire vierge, aucune présence sur les réseaux sociaux depuis 3 mois. Maligne. Son père avait possédé une entreprise d'importation de taille moyenne avant de tout dilapider au jeu et de succomber à une crise cardiaque. Les Ashfords avaient sauté sur l'occasion, proposant d'éponger la dette en échange de la main d'Isabella. Une solution médiévale à un problème moderne. « Tu penses toujours à la fille ?» fit une voix. Lorenzo leva les yeux et découvrit son conciliaire, Anthony Rousseau, posté dans l'embrasure de la porte. Anthony avait servi le père de Lorenzo avant que ce dernier ne reprenne les rênes de l'organisation. À 60 ans, il était acéré comme une lame et représentait ce qui se rapprochait le plus d'une conscience pour Lorenzo. « Je pense à l'opportunité, » corrigea Lorenzo. Anthony entra et s'assit en face du bureau. « Alors, permets-moi de te rendre cette opportunité plus claire. Richard Ashford étouffe nos activités légitimes depuis 2 ans. Il contrôle l'immobilier commercial dont nous avons besoin pour notre expansion. Il a bloqué 3 de nos contrats maritimes. Il nous a coûté environ 4 millions de dollars de manque à gagner. J'en suis conscient. Alors, tu sais aussi que sa future épouse évadée sert du café à 6 miles d'ici, complètement sans défense. » Anthony se pencha en avant. « Elle est un levier, Lorenzo, purement et simplement. Tu possèdes quelque chose qu'Ashford désire désespérément. Utilise-le. Comment suggérerais-tu que je l'utilise? Fais-lui savoir que tu l'as. Négocie. Échange son retour contre tout ce dont nous avons besoin. Les contrats de transport, les accords immobiliers, l'accès exclusif aux installations du port de Chicago. Il acceptera n'importe quoi pour éviter l'humiliation publique de la perdre deux fois. » C'était logique, stratégique, exactement le genre de coup que son père aurait joué. Mais Lorenzo repensait à la façon dont Isabella l'avait regardé dans ce train, épuisée, terrifiée, mais toujours en fuite, toujours en lutte. « Et si elle ne veut pas revenir ?» demanda Lorenzo. Anthony haussa les épaules. « Depuis quand nous soucions-nous de ce que quelqu'un veut? C'est des affaires. Ce n'est pas un chargement de marchandises, Anthony. Non, c'est mieux. C'est un levier contre l'un de nos plus grands ennemis. » Anthony observa Lorenzo d'un œil connaisseur. « Mais tu ne la vois pas comme ça, n'est-ce pas ?» Lorenzo ne répondit pas. « Patron, je te connais depuis que tu as 15 ans. Je sais quand tu réfléchis avec ta tête et quand tu réfléchis avec autre chose. » La voix d'Anthony s'adoucit légèrement. « Cette fille est jolie. Elle est en difficulté. Elle te rappelle quelqu'un que tu veux sauver. Mais la sauver n'aide pas notre organisation. L'utiliser, oui. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Alors décide vite, car les Ashford la trouveront bientôt. Et quand ils le feront, ta fenêtre de tir se refermera. » Après le départ d'Anthony, Lorenzo resta silencieux pendant une longue période. Il savait que son conciliaire avait raison. Les affaires, c'était les affaires. Le sentimentalisme était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, pas dans sa position. Son organisation comptait 200 personnes qui dépendèrent de lui pour leurs moyens de subsistance. Certaines légitimes, d'autres moins. Il ne pouvait pas laisser ses sentiments personnels compromettre cela.
Mais il ne parvenait pas à chasser l'image d'Isabella dans ce train, murmurant un « merci », comme si ces deux mots lui coûtaient tout. Il prit une décision. Le lendemain matin, Lorenzo franchit la porte du café Rosie à 7h15. L'établissement était bondé, pris dans la cohue matinale qu'Anthony avait prédite. Les clients s'alignaient au comptoir, lançant leurs commandes. Rosie maniait la machine à expresso tandis qu'Isabella s'occupait de la caisse et emballait les pâtisseries avec des gestes vifs et efficaces. Elle ne le remarqua pas au début. Lorenzo commanda un café noir et s'installa à une table près de la fenêtre. Il sortit son téléphone, feignant de consulter ses emails, mais en réalité, il l'observait. Elle était douée à ce poste, avenante avec les clients sans être trop familière, rapide sans paraître pressée. Elle souriait, mais ce sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Un homme en costume, impatient de recevoir sa commande, éleva la voix. « J'ai dit sans sucre, est-ce si difficile ?» Isabella s'excusa calmement, refit elle-même la boisson et la lui tendit avec ce même sourire fragile. L'homme ne la remercia même pas. Lorenzo sentit sa mâchoire se crisper. Il revint le lendemain et le jour d'après, commandant toujours la même chose, un café noir, toujours assis à la même table près de la fenêtre. Il variait légèrement son heure d'arrivée pour ne pas éveiller les soupçons. Parfois 7h, parfois 8h, une fois à 6h30, à l'ouverture du café. Le troisième jour, Isabella finit par le reconnaître. Il le vit au frisson qui la parcourut lorsqu'elle se détourna de la machine à expresso et que leurs regards se croisèrent à travers le café. La reconnaissance, puis la confusion, et enfin quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur. Elle ne dit rien, se contenta de terminer la commande en cours et de la remettre à un client qui attendait. Lorenzo resta 20 minutes exactement, puis partit. Le quatrième jour, elle lui adressa la parole. « Café noir », dit-elle lorsqu'il arriva au comptoir. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Tu te souviens ?» dit Lorenzo. « Tu es venu ici tous les jours cette semaine. » Sa voix était calme, contrôlée. « Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que j'aime le café. Il y a 50 cafés plus proches de l'endroit où vous travaillez. » Isabella jeta un coup d'œil vers Rosie, qui était occupée avec un autre client. « Pourquoi me suivez-vous ? Je ne vous suis pas. Je suis un client. Vous êtes l'homme du train, celui dont ses gardes avaient de peur. » Elle garda le ton bas, mais il y avait de l'acier dessous. « Que voulez-vous » Lorenzo admira ça. Même effrayée, même acculée, elle ne reculait pas. « Boire mon café en paix, » dit-il simplement. « Je ne vous crois pas. C'est sage. » Il sortit de l'argent et le posa sur le comptoir. « Mais je ne suis pas ici pour vous faire du mal, Isabella. » Elle tressaillit à l'entente de son nom, regarda autour d'elle rapidement pour voir si quelqu'un avait entendu. « C'est Emma, » siffla-t-elle. « Mon nom est Emma. » « Bien sûr, mon erreur. » Il prit son café et retourna à sa table. Isabella le dévisagea un instant, les mains légèrement tremblantes, puis se tourna vers le client suivant. Lorenzo avait orchestré toute cette interaction. Il voulait voir comment elle réagirait sous la pression, si elle paniquerait, s'enfuirait ou l'affronterait directement. Elle avait choisi la confrontation. Intéressant. Il l'observa travailler les 15 minutes suivantes. Elle était distraite maintenant, commettant de petites erreurs, mettant trop de mousse dans un cappuccino, rendant la monnaie de façon erronée et devant la corriger. Mais elle n'avait pas fui, n'avait pas fait de scandale. Elle dégageait une résilience qui dépassait son apparence. Lorsque Lorenzo partit, il prit délibérément le chemin du comptoir. Isabella lui tournait le dos, concentrée à réapprovisionner les tasses. Il percevait la tension dans ses épaules, la certitude qu'elle avait de sa présence, même sans le regarder. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il discrètement, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Pour l'instant. Il ne s'attarda pas sur une réponse. Dehors, Vincent l'attendait dans la voiture. « Comment ça s'est passé ?» demanda Vincent, alors que Lorenzo s'installait sur la banquette arrière. « Elle sait que je la surveille. Est-ce une bonne chose ?» Lorenzo hésitait. En se dévoilant, il avait abattu ses cartes. Elle serait désormais plus prudente, plus vigilante. Mais il avait aussi établi un fait. Il ne se cachait pas, ne prétendait pas. Dans son univers, cela avait une signification. « Ramenez-moi au bureau, » dit Lorenzo, « et dites à Marco que je veux des mises à jour toutes les 4 heures sur la recherche d'Ashford. Quand ils seront prêts de la trouver, je veux être informé immédiatement. »« Et ensuite ?» demanda Vincent. Lorenzo regarda vers le café où Isabella était visible à travers la fenêtre, servant un autre client avec ce sourire de façade. « Ensuite, nous verrons si elle est assez intelligente pour accepter de l'aide quand elle en aura besoin.
répondit Lorenzo, ou assez fier pour la refuser. Dans tous les cas, le temps lui manquait pour décider de ce qu'il voulait réellement faire d'Isabella Marlowe, l'utiliser comme levier contre ses ennemis ou la protéger d'eux. Sa raison dictait une chose, mais ses instincts, de plus en plus, lui soufflèrent tout autre chose. Isabella comprit que quelque chose clochait dès son arrivée au café de Ross le lundi matin. Rosie se tenait derrière le comptoir, les bras croisés, son habituelle expression chaleureuse remplacée par une froideur et une fermeture distinctes. Le café était vide, situation inhabituelle à cette heure. « Rosie, dit Isabella avec prudence, tout va bien? Il faut qu'on parle. » La voix de Rose était monocorde. Au fond d'elle, l'estomac d'Isabella se serra. Elle suivit Rosie dans le petit bureau derrière la cuisine, où l'aînée ferma la porte et s'appuya contre elle. « Je suis désolé, Emma, ou Isabella, ou quel que soit votre vrai nom. » Un frisson glacial parcourut les veines d'Isabella. « Ne me mentez pas, pas maintenant. » Rosie sortit une enveloppe de son tablier et la tint en main. Deux hommes sont venus me voir hier après la fermeture. Très polis, très bien habillés. Ils m'ont montré une photo de vous et m'ont dit exactement qui vous êtes. Rosie, s'il vous plaît, je peux expliquer. Ils m'ont offert 50 000 $ pour vous licencier et leur dire où vous logiez. La main de Rose tremblait légèrement en tenant l'enveloppe. 50 000 $. C'est plus que ce que je gagne en 6 mois. Isabella sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et vous leur avez dit? Non, je n'ai pas pris leur argent. Rosie posa l'enveloppe sur le bureau. Mais je ne peux pas vous garder ici. J'ai une entreprise à protéger. Ces gens, qui qu'ils soient, ont été très clairs sur ce qui se passerait si je ne coopérais pas. Inspection sanitaire, infractions au permis, ils ont dit qu'ils pourraient me faire fermer en 1 semaine. Je comprends, murmura Isabella. Elle comprenait parfaitement. Les Ashford ne la cherchaient pas seulement. Ils démantelaient tout système de soutien qu'elle tentait de construire. « Je suis désolé, » répéta Rosie, et cette fois, elle sembla réellement l'être. « Vous avez l'air d'une bonne gamine. J'espère que vous vous sortirez de ce pétrin, mais je ne peux pas en faire partie. » Isabella hocha la tête, ne se fiant pas à sa capacité à parler. Elle attrapa son manteau au porte-manteau et sortit par la porte d'entrée. L'air du matin était froid sur son visage, ou peut-être était-elle simplement engourdie. Elle avait tenu exactement une semaine avant qu'il ne la trouve. Isabella passa le reste de la journée à errer sans but dans Chicago, tentant de déterminer sa prochaine démarche. Elle vérifia son téléphone, toujours éteint, mais l'alluma brièvement pour constater les dégâts. 63 appels manqués et 47 messages textes. La plupart de Marcus et de son père. Un message vocal provenait de Richard Ashford lui-même. « Isabella, ceci est puéril. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Revenez maintenant, et nous oublierons cette gêne. Continuez à fuir, et je m'assurerai que vous n'aurez plus nulle part où aller. » Elle éteignit à nouveau le téléphone, les mains tremblantes. Ce soir-là, elle retourna à l'auberge Roosevelt et découvrit un avis collé sur sa porte. Propriété sous nouvelle gestion. Tous les résidents doivent quitter les lieux dans les 48 heures. Isabella fixa l'avis, un rire hystérique montant dans sa poitrine. Bien sûr, ils avaient acheté le bâtiment. Pourquoi se contenter de la trouver quand on pouvait tout détruire autour d'elle? Elle entra dans sa minuscule chambre et s'assit sur le bord du lit affaissé. Il lui restait 230 $. Pas d'emploi, pas de logement dans deux jours, pas de téléphone qu'elle pût utiliser en toute sécurité, pas d'amis dans cette ville. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule de sa vie. C'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe glissée sous sa porte. Isabella la ramassa avec précaution, comme si elle pouvait exploser. Aucun nom à l'extérieur. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte clé, une carte de visite et une note manuscrite. La carte de visite indiquait « Service juridique de Lakewood, spécialisé dans le désendettement et le droit de la famille ». La note disait simplement « Vous avez des options. 2550, 2150, Lincoln Park West, appartement 12B, entièrement payé pour 3 mois, sans condition. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Aucune signature, aucun nom, rien pour indiquer l'expéditeur. Mais Isabella savait. Elle pensa à l'homme du café, l'homme du train, Lorenzo de Luca. Elle retourna la carte clé dans ses mains, son esprit s'emballant. C'était un piège. Ça ne pouvait être que ça. Personne n'offrait de l'aide sans rien attendre en retour. Personne. Mais quel choix lui restait-il? Elle pouvait accepter une aide mystérieuse d'un homme qui effrayait les gardes de sécurité et faisait détourner le regard, ou elle pouvait dormir dans la rue et attendre que les Ashford la trouvent.
Aucune des deux options ne lui semblait être une libération. Lorenzo reçut le message de Marco à 20h47, 20h47. Colis livré. Pas de réponse pour l'instant. Il se tenait sur le balcon de son penthouse, un verre de whisky à la main, observant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Isabella lisait sa note, tenant cette carte clé, essayant de décider s'il était un sauveur ou juste un autre prédateur. Il ne la blâmait pas d'être méfiante. « Tu t'impliques trop », dit Anthony derrière lui. Le consul s'était introduit. Il était l'un des rares à pouvoir le faire. « Les Ashford ont trouvé son lieu de travail », dit Lorenzo. « Ils ont payé son patron, menacé son propriétaire. Ils l'étranglent économiquement. Tactique de pression classique. Donc, elle est désespérée. C'est le moment idéal pour agir. » Anthony le rejoignit sur le balcon. Offrir une protection en échange de sa coopération, l'utiliser pour négocier avec Ashford, c'est ce que je te disais. J'offre une protection, sans condition. Anthony resta silencieux un instant. Sans condition, elle a ce besoin d'aide. Je la lui apporte par pure bonté d'âme. Le ton d'Anthony laissait entendre qu'il n'y croyait pas une seconde. Par stratégie, corrigea Lorenzo. Si les Ashford la brisent, elle ne me sert à rien. Si elle est forte, indépendante et me doit une faveur, c'est précieux. Et si elle refuse ton aide, alors elle la refuse. Lorenzo prit une gorgée de whisky. Je ne vais pas la forcer à faire quoi que ce soit. Elle en a assez de ça. Tu n'es pas ton père, dit Anthony doucement. Lui aurait simplement pris ce qu'il voulait et se serait inquiété des conséquences plus tard. Mon père est mort avec 30 ennemis et aucun allié, répondit Lorenzo. J'essaie une approche différente. Cette approche différente va nous coûter cher si tu n'y prends pas garde. Anthony sortit son téléphone et montra à Lorenzo un article de presse. Les Ashford sont en train de manœuvrer. Ils viennent de racheter ton partenaire d'expédition à Gary, dans l'Indiana. Ils étranglent encore plus tes chaînes d'approvisionnement. Lorenzo lut l'article, la mâchoire serrée. Richard Ashford intensifiait, ce qui signifiait qu'il devenait désespéré. « Il panique, » dit Lorenzo. Le mariage était censé avoir lieu il y a deux semaines. Ses investisseurs posent des questions. Son fils est humilié. La fuite d'Isabella n'est pas seulement personnelle, elle affecte sa crédibilité commerciale, ce qui le rend dangereux, avertit Anthony. Les hommes désespérés prennent de stupides décisions. Lorenzo pensa à Isabella, seule dans cette auberge, lisant sa note, faisant son choix. « Alors nous ferons en sorte d'être plus malins que lui, » dit Lorenzo. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. « Qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» Lorenzo esquissa un léger sourire. Elle avait gardé le téléphone jetable qu'il avait inclus dans l'enveloppe. « Fille intelligente, » tapa-t-il en retour. « Une amie, rien de plus. » Sa réponse fut rapide. « Je n'ai pas d'amis qui savent où je loge avant que je ne leur dise. »« Bon point, » tapa Lorenzo. « Mais vous n'avez pas non plus beaucoup d'amis. Prenez l'appartement. Utilisez l'avocat, sans aucune condition. »« Tout le monde a des conditions. »« Pas tout le monde, » écrivit Lorenzo. Puis, après une pause, « Vous m'avez impressionné dans ce train. Vous m'impressionnez encore maintenant. J'aimerais vous aider à rester libre. C'est tout. » Plusieurs minutes s'écoulèrent, sans réponse. Lorenzo attendit, observant les lumières de la ville s'estomper dans sa vision périphérique. Finalement, « Pourquoi ?» Lorenzo considéra sa réponse avec attention. Il aurait pu lui parler du levier, de la stratégie commerciale, du jeu qu'il menait avec les Ashford. Il aurait pu être honnête sur l'utilité qu'elle pourrait avoir pour lui. Au lieu de cela, il tapa « parce que quelqu'un devrait ». Encore une longue pause, puis « l'appartement, c'est tout. Je ne veux rien d'autre de vous. Compris? Je suis sérieuse. Restez loin de moi. » Lorenzo fixa ces mots un long moment. Puis, il tapa « J'essaierai, mais les Ashford ne le feront pas. Soyez prudente, Isabella. » Il utilisa délibérément son vrai nom. Voulait qu'elle comprenne. Il la voyait vraiment non pas comme un levier ou un pion, mais comme une personne. Aucune réponse ne vint. Lorenzo rangea son téléphone et termina son whisky. Elle avait accepté l'appartement, ce qui signifiait qu'elle était assez intelligente pour reconnaître quand elle avait besoin d'aide, même de sources douteuses. Mais elle avait aussi tracé une ligne. Elle ne lui faisait pas confiance, ne voulait pas qu'il soit proche. Ce que Lorenzo pensait était probablement sage. L'appartement au 2150, Lincoln Park West, n'avait rien à voir avec l'auberge. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le parc. Du parquet, une cuisine avec des appareils qui fonctionnaient réellement, un lit qui ne s'affaissait pas au milieu. Isabella demeura figée dans l'embrasure de la porte pendant 5 longues minutes la première nuit, le regard vide, persuadée de s'être trompée d'appartement. Pourtant, la carte magnétique avait fonctionné. À l'intérieur,
Elle avait découvert des provisions dans le réfrigérateur, des articles de toilette dans la salle de bain et une garde-robe remplie de vêtements basiques, précisément à sa taille. C'était trop, indubitablement trop. Mais elle était également trop épuisée et trop désespérée pour refuser cette aide inattendue. 3 jours s'étaient écoulés depuis. 3 jours à dormir dans un véritable lit, à savourer de vrais repas et à tenter de ne pas spéculer sur ce que Lorenzo Duca pourrait exiger en retour de tant de générosité. Elle avait contacté l'avocat dont il lui avait remis la carte de visite. Le cabinet Lakewood Legal Services s'était avéré être parfaitement légitime. Ils avaient minutieusement examiné la situation de la dette de son père, l'assurant qu'ils étaient potentiellement en mesure de contester les termes de l'accord Ashford. Les contrats signés sous contrainte, avaient-ils précisé, n'étaient même pas toujours exécutoires. Cette révélation lui avait insufflé la première véritable lueur d'espoir qu'elle ressentait depuis des semaines. Le 4e soir, Isabella commit l'erreur de se sentir en sécurité. Elle venait de sortir de la douche, les cheveux encore humides, vêtue d'un t-shirt trop grand et d'un pantalon de survêtement. Alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine, un son distinct la fit sursauter. Le déclic de la serrure de la porte d'entrée. Non pas le bip électronique d'une carte, mais un forçage manuel. Quelqu'un était en train de crocheter la serrure. Le sang d'Isabella se glaça. Elle saisit le couteau de cuisine posé sur le comptoir et recula vers la chambre, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit brutalement. 3 hommes pénétrèrent dans l'appartement. Ils n'étaient pas des agents de sécurité d'Ashford. Elle en avait déjà vu suffisamment pour reconnaître chaque détail de leur profil. Ces hommes-là étaient différents, plus rugueux. L'un arborait une cicatrice sur la joue. Un autre portait un blouson de cuir, dont une protubérance trahissait la présence d'une arme dissimulée. « Isabella Marlowe », prononça l'homme balafré, sa voix empreinte d'un léger accent. « Boston, peut-être. Nous vous cherchions. Qui êtes-vous » Isabella tenait le couteau devant elle, luttant pour stabiliser sa main tremblante. « Des amis de vos oncles », répondit l'homme en souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Thomas Marlowe. Il est très préoccupé par sa nièce. » Thomas Marlowe était l'oncle d'Isabella, le frère cadet de son père. Elle n'avait pas échangé avec lui depuis 5 longues années. Pas depuis qu'il avait tenté de convaincre son père de céder l'entreprise familiale à ses associés. Des associés qui s'étaient révélés être des requins. « Thomas vous a envoyé ?» demanda-t-elle, cherchant à gagner du temps tout en scrutant les issues possibles. « D'une certaine manière, » rétorqua l'homme, « votre engagement avec le garçon Ashford, ce n'était pas seulement pour la dette de votre père. Il y avait en jeu le contrôle des actifs de la famille Marlowe, et oncle Thomas pense que vous devriez prendre d'autres arrangements. »« Je ne prendrai d'arrangement avec personne, » affirma Isabella avec force. « Dehors. » L'homme ricana. « Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, ma jolie. Vous venez avec nous. Nous aurons une agréable conversation sur votre avenir, et vous signerez quelques documents qui rendront tout le monde très heureux. » Il fit un pas en avant. Isabella lança le couteau. Le jet fut désastreux. Le couteau percuta le mur sans causer de dégâts, mais lui offrit une seconde inestimable pour s'échapper. Elle se rua vers la chambre, espérant pouvoir s'y enfermer, voire même s'échapper par la fenêtre. Une main s'agrippa à son bras, la tirant en arrière. Elle hurla, se débattant, griffant le visage de l'homme. Soudain, il ne la tenait plus. Il volait en arrière, s'écrasant contre la table basse avec un bruit sinistre et écœurant. Isabella, sidérée, tituba avant de les apercevoir. 2 hommes en costume sombre avaient surgi de nulle part, se déplaçant avec une précision professionnelle. L'un d'eux maintenait l'homme balafré au sol, le genou sur son dos. L'autre luttait avec le 2e intrus. Le 3e homme, celui en blouson de cuir, sortit une arme à feu. « Personne ne bouge !» hurla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse viser, quelqu'un d'autre pénétra dans l'appartement. Lorenzo Duca, arpentant l'entrée comme s'il en était le propriétaire légitime, ce qu'Isabella réalisa avec un choc qu'il était probablement. Il bougea avec une rapidité surprenante. Il agrippa le poignet de l'homme armé, le tordit sèchement, et l'arme tomba au sol. Un coup rapide aux côtes, puis à la gorge, et l'homme fut à genoux, haletant. L'action se déroula en quelques secondes. Lorenzo repoussa l'arme du pied et se tourna vers ses hommes. « Qu'ils dégagent d'ici, découvrez qui les a envoyés et ce qu'ils savent. »« Oui, monsieur, » répondirent-ils. Les 2 hommes en costume traînèrent les 3 intrus hors de l'appartement avec une efficacité et un professionnalisme impeccables. L'un d'eux fit une pause pour récupérer le couteau qu'Isabella avait lancé. Puis, il ne resta plus que Lorenzo et Isabella, seuls au milieu du salon dévasté. Isabella tremblait. L'adrénaline retombait brutalement.
la laissant faible, sans force et prise de vertige. « Vous m'observiez, dit-elle, sa voix plus ténue qu'elle ne l'aurait souhaité. Tout ce temps, vous aviez des gens qui me surveillaient. Oui, répondit Lorenzo avec calme. Vous avez dit, pas d'attache. Il n'y en a aucune, mais je ne suis pas assez stupide pour vous laisser sans protection alors que je sais que des gens vous cherchent. Vous saviez qu'ils viendraient? Je savais que quelqu'un viendrait. Je ne savais pas que ce seraient les gens de votre oncle, dit Lorenzo en se dirigeant vers la cuisine, vérifiant la serrure de la porte qu'ils avaient accrochetée. Thomas Marlowe, il essaie de prendre le contrôle des intérêts commerciaux restants de votre famille depuis la mort de votre père. S'il ne peut pas vous forcer à épouser un Ashford, il tentera de vous contraindre à lui céder toutes vos possessions. Isabella s'effondra sur le canapé, ses jambes cédant sous elle. Combien de personnes veulent contrôler ma vie? Au dernier des comptes, répondit Lorenzo, tapotant rapidement quelque chose sur son téléphone. Les Ashford, votre oncle, et au moins 2 familles rivales qui vous considèrent comme un levier contre les 2. C'est insensé. C'est ce qui arrive quand vous représentez 12 millions de dollars en annulation de dettes et 30 millions de dollars supplémentaires en actifs, dit Lorenzo en rangeant son téléphone et en la regardant enfin fixement. Vous n'êtes pas seulement une fiancée en fuite, Isabella. Vous êtes un atout très précieux pour des gens très dangereux. Je suis une personne, déclara Isabella, la colère transperçant sa peur. Pas un atout. Je le sais. La voix de Lorenzo s'adoucit légèrement. Mais eux, non, c'est pourquoi vous avez besoin de protection. Votre protection? Ma protection, confirma Lorenzo, que cela vous plaise ou non. Isabella aurait voulu protester, le chasser, retrouver un semblant de contrôle sur sa vie, mais elle venait d'assister à l'effraction de 3 hommes armés dans son appartement. Des hommes qui l'auraient sans doute emmené on ne sait où si le personnel de Lorenzo n'avait pas été en observation. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'aidez-vous » Lorenzo resta silencieux un instant, l'étudiant de ses yeux sombres et impénétrables. « Parce que je le peux, dit-il enfin, et parce que vous me rappelez que tout le monde ne mérite pas la vie qui lui est donnée. » La réponse était incomplète. Isabella savait qu'il y avait probablement davantage derrière tout cela. Stratégie, levier, quel que soit le jeu qu'il jouait avec les Ashford, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait presque authentique. « Je ne peux pas rester ici maintenant, » dit-elle en regardant l'appartement dévasté. « S'ils m'ont trouvé une fois, vous ne restez pas ici, » déclara Lorenzo, sortant à nouveau son téléphone. « Vincent amène la voiture, vous venez avec moi. »« Où ? Quelque part de plus sûr, dans mon penthouse. Sécurité 24 heures sur 24, accès contrôlé. Surveillance à chaque entrée. » Il croisa son regard. « Je vous le promets, personne ne vous atteindra là-bas. » Isabella savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait tracer une autre limite, maintenir une certaine distance entre elle et cet homme qui ne cessait d'apparaître précisément au moment où son monde s'écroulait. Mais elle était aussi assez lucide pour reconnaître qu'elle n'avait plus le choix. « Juste jusqu'à ce que les avocats règlent ma situation, » dit-elle. « Juste jusqu'à ce moment-là, » convint Lorenzo. Ils savaient ni tous deux que c'était probablement un mensonge. Le penthouse de Lorenzo occupait l'intégralité du dernier étage d'un immeuble situé dans le quartier de Gold Coast. Isabella sortit de l'ascenseur privé et pénétra dans un univers qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Un mobilier moderne, des œuvres d'art originales aux murs, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur le lac Michigan. Tout était raffiné, coûteux et maîtrisé, à l'image de l'homme qui en était le propriétaire. « La chambre d'amis est au bout de ce couloir, » dit Lorenzo en indiquant la gauche. « Salle de bain attenante. Il y a des vêtements dans l'armoire. Mon assistante a estimé votre taille. Si quelque chose ne convient pas, faites-le lui savoir. »« Vous avez une assistante qui estime la taille des vêtements pour femmes ?» demanda Isabella. « J'ai une assistante qui est très douée pour son travail, » répondit Lorenzo, se dirigeant vers un panneau mural et tapant un code. Un écran s'alluma, affichant plusieurs flux de caméras de sécurité. Chaque entrée de cet immeuble est surveillée. L'ascenseur nécessite un code. Il y a 2 gardes dans le hall en permanence, et d'autres en rotation la nuit. Personne n'arrive ici sans ma permission. Isabella observa les images des caméras, avec la sensation d'être entrée dans une forteresse. En sécurité, oui, mais aussi piégée. « Vous avez pensé à tout, » dit-elle doucement. « J'y ai été contraint, » répondit Lorenzo, en refermant le panneau et en se tournant vers elle. « Nous devons parler de votre situation. En parler vraiment. Je suis consciente que ma situation est de mauvaise. »« Elle est pire que vous ne le pensez, » déclara Lorenzo en désignant le canapé. « Asseyez-vous. » Isabella n'aimait pas recevoir d'ordre, mais elle était trop épuisée pour discuter.
Elle s'assit. Lorenzo resta debout, sa posture décontractée, mais son regard grave. La famille Ashford veut que vous reveniez pour finaliser le mariage, c'est évident. Mais il ne s'agit plus seulement de la dette. Marcus a été humilié quand vous avez fui. Les investisseurs de Richard Ashford remettent en question son jugement. Il est maintenant question de réputation et de contrôle. Je sais que votre oncle Thomas veut contrôler les actifs commerciaux de votre famille. Les licences d'importation, les propriétés d'entrepôt, les contrats que votre père détenait. Il les convoitait déjà avant la mort de votre père. S'il ne peut pas vous manipuler pour que vous les lui cédiez, il essaiera de vous faire déclarer inapte mentalement ou disparu. Ensuite, en tant que plus proche parent, il héritera de tout. Le ventre d'Isabella se noua. Avec les bons avocats et le bon juge, il peut y parvenir, poursuivit Lorenzo. Ensuite, il y a les familles rivales qui vous voient comme un levier, non pas spécifiquement contre les Ashford, mais contre quiconque vous désire. Elles vous enlèveront juste pour vous vendre aux enchères au plus offrant. « Je suis une personne », répéta Isabella, les mots résonnant creux à présent. « Pas une marchandise. Je sais. Dans leur univers, dans mon monde, les individus se résument à des ressources à exploiter ou à protéger. La voix de Lorenzo était factuelle, non pas cruelle, mais empreinte d'une honnêteté brute. Actuellement, des ennemis vous cernent, dont vous ignorez même l'existence. Et vous ? Isabella leva les yeux vers lui. Dans quelle catégorie me rangez-vous ? Ressources ou protection ? Lorenzo soutint son regard. Je n'ai pas encore statué. Au moins, il était sincère. Les avocats auxquels vous m'avez connecté, reprit Isabella, peuvent-ils réellement apporter de l'aide? Ce sont les plus éminents de la ville en matière de litiges de dettes et de droits contractuels. S'il existe une solution pour contourner l'accord de votre père avec les Ashford, ce sont eux qui la trouveront. Mais cela prendra du temps, des semaines, peut-être des mois. Et d'ici là, Lorenzo se dirigea vers le bar pour se servir un verre. Jusqu'à ce moment, vous demeurerez ici en sécurité, en vie. Je sais que ce n'est pas la liberté, mais c'est préférable aux alternatives. Isabella, tiraillée par l'envie de protester et de proclamer qu'elle pouvait se prendre en charge, réalisa que la soirée venait de prouver le contraire. Elle était dépassée, entourée d'individus qui la percevaient comme un trophée à conquérir. « Pourquoi agissez-vous ainsi » demanda-t-elle. « Et ne me répondez pas, parce que je le peux. Il y a plus derrière cela. » Lorenzo prit une lente gorgée de son verre, méditant. « La famille Ashford et mon organisation sont en désaccord depuis des années. Ils détiennent des ressources qui me sont indispensables. Ils m'ont coûté des sommes, des contrats, des occasions. » Il la regarda droit dans les yeux. « Vous leur êtes liés d'une manière qui pourrait me bénéficier. C'est la vérité. Donc, je suis une ressource pour vous. Vous pourriez l'être, admit Lorenzo. Mais vous pourriez aussi être simplement quelqu'un qui a besoin d'aide. Je suis toujours en train de déterminer ce qui importe le plus. » Avant qu'Isabella ne puisse riposter, une porte s'entr'ouvrit au fond du couloir. Une fillette, peut-être âgée de 7 ou 8 ans, apparut, vêtue d'un pyjama parsemé d'étoiles et de lunes. Elle avait des cheveux foncés, identiques à ceux de Lorenzo, et les mêmes yeux vifs et intelligents. « Oncle Enzo !» La fillette s'arrêta en apercevant Isabella. « Tiens, vous avez de la compagnie. » L'attitude de Lorenzo se transforma radicalement. L'homme d'affaires froid et calculateur s'effaça, laissant place à une douceur manifeste. « Sophia, tu es censée dormir. » « J'ai entendu l'ascenseur. » Sophia s'approcha de Lorenzo, qui la souleva avec aisance, malgré ses protestations, affirmant qu'elle était trop grande pour cela. « Qui est-ce » ? « C'est Isabella, » répondit Lorenzo. « Elle va rester avec nous quelque temps. Isabella, voici ma nièce, Sophia. »« Salut » dit Isabella, esquissant un sourire en dépit de tout. Sophia l'observa avec une intensité qui lui rappela étrangement Lorenzo. « Es-tu en difficulté » avertit Lorenzo d'un ton doux. Sophia, « C'est bon » affirma Isabella. « Oui, j'ai quelques ennuis. Ton oncle m'aide. »« Il est doué pour ça » déclara Sophia d'un ton assuré. « Il a aidé ma maman aussi, quand les méchants sont venus. » La mâchoire de Lorenzo se contracta presque imperceptiblement. Isabella se demanda quelle histoire se cachait derrière ces mots, mais ne posa aucune question. « Pourquoi es-tu encore éveillé » demanda Lorenzo, réorientant la conversation. « Je n'arrivais pas à dormir. Je peux montrer mes dessins à Isabella ? Il est tard. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Lorenzo regarda Isabella, une question silencieuse dans ses yeux. Elle se surprit à acquiescer. 5 minutes, décréta Lorenzo, déposant Sophia. Ensuite, au lit. Sophia saisit la main d'Isabella et l'entraîna vers le couloir.
Viens, j'ai dessiné le lac aujourd'hui, et des oiseaux, et l'oncle Enzo. Mais il a l'air grincheux sur tous les dessins, parce qu'il est toujours grincheux. Je ne suis pas grincheux, cria Lorenzo derrière eux. Si, tu l'es, rit Sofia. Et le son était si pur, si ordinaire, qu'Isabella sentit son cœur se desserrer légèrement. La chambre de Sofia était peinte en lavande, agrémentée d'étoiles phosphorescentes au plafond. Un mur entier était recouvert de dessins, certains visiblement scolaires, d'autres plus élaborés. Isabella aperçut des esquisses du lac, de la ville, et ce qui était vraisemblablement Lorenzo, l'air renfrogné. « Celui-ci est mon préféré, » dit Sofia, désignant un dessin de jardin. « Ma maman et moi avions un jardin avant qu'elle ne tombe malade. »« C'est magnifique, » murmura Isabella. « Aimes-tu dessiner » demanda Sofia. « J'aimais ça. Je ne l'ai pas fait depuis un moment. Tu devrais dessiner avec moi demain. » Sofia s'assit sur son lit, paraissant soudain beaucoup plus jeune. « C'est ennuyeux ici parfois. Oncle Enzo travaille beaucoup. Et Madame Chan, elle est gentille, mais elle est âgée, et elle n'aime pas la peinture au doigt. » Isabella sourit sincèrement cette fois. « Ouais, j'aime la peinture au doigt. »« Vraiment ?» Le visage de Sofia s'illumina. « On peut en faire demain? J'ai toutes les couleurs. »« On verra, » répondit Isabella, ne voulant pas faire de promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. Lorenzo apparut dans l'embrasure de la porte. « Au lit maintenant, » dit-il doucement. Sofia gémit mais se glissa sous ses couvertures. « Isabella sera-t-elle ici demain matin ?»« Oui, » affirma Lorenzo. « Bien. » Sofia regarda Isabella. « Je t'aime bien. Tu ne me regardes pas comme si j'étais bizarre. »« Tu n'es pas bizarre, » déclara Isabella. « Tu es créative. » Après avoir dit bonne nuit, Isabella rejoignit Lorenzo dans le salon. Elle se sentait désorientée par la scène qu'elle venait de vivre. Ce n'était pas le Lorenzo Duca auquel elle s'attendait. L'homme capable de lire des histoires pour enfants et de tolérer le surnom de grincheux. « Sa mère ?» demanda Isabella doucement. « Ma sœur, elle est décédée l'année dernière. » La voix de Lorenzo était maîtrisée, mais Isabella y décela le chagrin sous-jacent. « D'un cancer. Sofia vit avec moi depuis. C'est un ajustement. » Isabella songea à la petite fille qui avait perdu sa mère, vivant dans cette magnifique forteresse, avec un oncle évoluant dans l'ombre. « Elle semble heureuse, » proposa Isabella. « J'essaie, » répondit Lorenzo, croisant son regard. « Les enfants ne devraient pas payer pour les choix des adultes. Elle mérite la sécurité, la stabilité, une vie normale, tout comme Isabella l'avait un jour mérité avant que les dettes de son père ne détruisent tout. « Merci, » dit Isabella, « de me laisser rester. »« Merci, Sofia. Elle est la seule raison pour laquelle je suis tolérable. » Lorenzo désigna la chambre d'amis. « Reposez-vous. Demain, nous commencerons à déterminer comment vous pourrez reprendre le contrôle de votre vie. » Isabella acquiesça et se dirigea vers la chambre qu'il lui avait indiquée. Alors qu'elle refermait la porte, elle entendit Lorenzo au téléphone, parlant à voix basse de rotation de sécurité et d'évaluation de menaces. Elle vivait avec un chef de la mafia, protégé par des criminels, entouré de dangers. Mais pour cette nuit, au moins, elle était en sécurité. Isabella fut tirée de son sommeil par des voix fortes. Cela faisait maintenant 3 jours qu'elle séjournait dans le penthouse de Lorenzo, s'habituant à une routine étrange. Les matins étaient consacrés à Sofia, avec de la peinture au doigt, des dessins et des conversations qui évitaient de tout sujet ayant trait au danger extérieur. Les après-midi, elle les passait à examiner des documents juridiques avec les avocats que Lorenzo avait engagés. Les soirées, seule, elle observait les lumières de la ville, se demandant quand sa vie avait basculé de manière aussi abrupte. Mais ce matin-là était différent. Elle entendait Lorenzo au téléphone dans son bureau, sa voix devenant tranchante et en colère, d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Isabella enfila une robe de chambre et se dirigea vers le couloir. Sofia était déjà à la table du petit déjeuner, avec Madame Chun, la vieille gouvernante, mangeant des céréales et fredonnant. La porte du bureau de Lorenzo était légèrement entr'ouverte. Isabella savait qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais quelque chose dans son ton l'incita à s'arrêter. « Combien de contrats ?» demanda Lorenzo. « Les 3 c'est 2 millions de dollars de revenus, Anthony, évaporés du jour au lendemain. » Un silence s'ensuivit, tandis que son interlocuteur parlait. « Je sais exactement pourquoi cela se produit, » claqua Lorenzo. « Richard Ashford passe à l'offensive. Il ne cherche plus seulement Isabella, il s'en prend à moi. » L'estomac d'Isabella se serra. C'était à cause d'elle, parce que Lorenzo l'avait protégée. Elle poussa la porte. Lorenzo leva les yeux, son expression se durcissant en la voyant. « Je te rappelle, » dit-il, mettant fin à l'appel. « Tu devrais te reposer. »« Que se passe-t-il » demanda Isabella en entrant. « Rien qui doive vous inquiéter. »« Ne faites pas ça, ne me rejetez pas. » Elle croisa les bras. «
Je vous ai entendu. Les Ashford s'attaquent à vos affaires. Lorenzo resta silencieux un instant, puis lui fit signe de refermer la porte. Une fois cela fait, il afficha plusieurs documents sur l'écran de son ordinateur. Trois contrats d'expédition annulés au cours des 48 dernières heures, dit-il. Tous proviennent d'entreprises ayant des liens financiers avec Ashford Industries. Deux de mes permis d'entrepôt font soudainement l'objet d'une enquête pour des violations de zonage qui n'existent pas. Et ce matin, j'ai reçu des appels de quatre investisseurs s'informant de mon instabilité. Instabilité. Quelqu'un a répandu des rumeurs, que j'héberge une fugitive, que je suis impliqué dans un enlèvement, que mon jugement est compromis. La voix de Lorenzo était contrôlée, mais Isabella décela la colère sous-jacente. C'est une attaque coordonnée. Richard Ashford utilise toutes ses ressources pour me faire pression. À cause de moi, dit Isabella doucement. Il sait que je suis ici. Il a des suspicions. Il ne peut pas le prouver, mais c'est suffisant pour qu'il me rende la vie difficile. Lorenzo ferma l'ordinateur portable. C'est une guerre économique, principalement légale, mais efficace. Isabella se sentit mal. Combien est-ce que cela vous coûte? Est-ce important? Oui, c'est important. Vous perdez de l'argent parce que vous m'avez aidé. Vous perdez des contrats. Les investisseurs vous remettent en question. Sa voix se brisa. Cela n'en vaut pas la peine, je n'en vaux pas la peine. Lorenzo se leva et contourna le bureau, s'arrêtant juste devant elle. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Vous devriez me rendre à eux. Appelez Richard Ashford et... Stop. La voix de Lorenzo était ferme. Je ne vous livrerai à personne. Et cette guerre avec Ashford, elle était inévitable. Vous n'avez fait qu'accélérer le calendrier. Que voulez-vous dire? Lorenzo resta silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. Richard Ashford et moi, nous tournons autour depuis des années. Il contrôle des ressources dont j'ai besoin. Je contrôle un territoire qu'il convoite. Finalement, l'un de nous allait passer à l'action. Il s'est juste mis en mouvement le premier parce que je lui ai donné une raison. Parce qu'il est désespéré, corrigea Lorenzo. Les fiançailles de son fils ont échoué publiquement. Ses investisseurs douteront déjà de la stabilité familiale. Il ne pense plus stratégiquement. Il agit par orgueil et par panique. Cela le rend dangereux, mais cela le rend aussi vulnérable. Isabella étudia son visage, cherchant à comprendre. Vous ne faites pas que vous défendre. Vous préparez quelque chose. Je planifie toujours quelque chose. Lorenzo sortit son téléphone et lui montra un document. Voyez ceci, c'est le titre de propriété d'un bien immobilier à Gary, dans l'Indiana. Pourquoi ce bâtiment, cœur vibrant de la distribution d'Ashford Industries dans le Midwest, est-il devenu la clé de voûte de nos plans? Lorenzo méditait. Il venait d'acquérir l'édifice par le biais d'une société écran, un secret bien gardé pour l'instant. Que se passera-t-il lorsque Ashford découvrira qui est le nouveau propriétaire? Le renouvellement du bail, prévu le mois prochain, sera l'occasion d'une augmentation de loyer dantesque, triplant le montant actuel. Incapables d'honorer cette nouvelle somme, ils seront expulsés et leurs concurrents prendront leur place. Poursuivant sa lecture, Lorenzo parcourut un autre document, une liste des prêts commerciaux d'Ashford en cours, totalisant 14 millions de dollars, 14 000 $, répartis sur 3 banques. J'acquiers cette dette, murmura-t-il. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Vous achetez sa dette ?» s'exclama-t-elle. « Une fois en ma possession, j'en maîtrise les conditions. Je peux la réclamer, la restructurer, imposer mes exigences. C'est un levier, » expliqua-t-il, un sourire glacial aux lèvres. Richard Ashford a voulu jouer au plus fort. Je ne fais que le surpasser à son propre jeu. Ceci va le briser, l'obliger à négocier. Rengainant son téléphone, Lorenzo précisa. Mon objectif n'est pas de détruire la famille Ashford, mais de les obliger à te laisser tranquille. Le meilleur moyen est de rendre la chasse plus coûteuse que l'abandon de leurs recherches. Isabella s'effondra dans le fauteuil près de son bureau, l'esprit chamboulé. Je ne voulais pas de cela. Je ne voulais pas être la cause d'une guerre corporative. Tu n'es pas la cause, mais le catalyseur, répondit Lorenzo, appuyé sur son bureau. Soyons clairs, cette situation m'est avantageuse. Si je peux utiliser ta position pour obtenir de meilleures clauses avec Ashford, je le ferai. C'est la réalité de mon monde. Alors, tout le monde se sert de moi, lança Isabella sans fioriture. Les Ashford veulent t'utiliser pour garantir des actifs et sauver la face. Ton oncle espère t'utiliser pour s'approprier ton héritage. Et oui, j'aspire à exploiter ta situation pour prendre l'avantage sur mes adversaires, avoua-t-il, marquant une pause. Mais je suis le seul qui tente aussi de te préserver en vie et libre. Ça compte, non? Isabella détestait l'idée qu'il ait raison. Qu'arrivera-t-il quand tout sera terminé,
lorsque les Ashford reculeront ou que vous obtiendrez ce que vous désirez d'eux. Je l'ignore, avoua Lorenzo. Nous réglerons cela ensemble. Avant qu'Isabella ne puisse répliquer, le téléphone de Lorenzo sonna. Un coup d'œil à l'écran et son front se plissa. Je dois prendre cet appel, c'est Marco. Il y répondit, écouta un instant et son visage s'assombrit. Quand? Où? Non, ne touchez à rien, j'arrive. Il raccrocha et se mit en mouvement sans attendre, attrapant sa veste au dossier de sa chaise. Qu'y a-t-il? Demanda Isabella. L'un de mes entrepôts vient d'être perquisitionné. Agents fédéraux, mandat de perquisition. Le grand jeu, répondit Lorenzo, la mâchoire serrée. Richard Ashford intensifie encore la pression. Il a probablement alerté les autorités, prétendant que j'étais impliqué dans des activités illégales. L'êtes-vous? Lorenzo s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. La plupart de mes entreprises sont légitimes désormais, mais j'ai un passé, Isabella. Et Richard Ashford sait exactement sur quelle corde sensible jouer pour me compliquer la vie. Que devez-vous faire? Gérer la situation, la contrôler, s'assurer que rien ne remonte à ce qui compte vraiment. Lorenzo se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Reste dans le penthouse. Ne bouge pas d'ici. Sophia est à l'école. Madame Shun sera là. Vincent est dehors si tu as besoin de quoi que ce soit. Lorenzo, l'appela Isabella. Soyez prudent. Il se retourna, une expression indéchiffrable sur le visage. Je suis toujours prudent. Après son départ, Isabella se retrouva seule dans son bureau, cernée par les échos d'une guerre qu'elle avait involontairement déclenchée. Elle avait fui une cage pour atterrir au cœur d'un champ de bataille. Le pire, c'est qu'elle commençait à se soucier du vainqueur. Plus tard dans l'après-midi, Isabella participa à une visioconférence avec les avocats. Ils lui expliquèrent que contester l'accord de dette de son père était envisageable, mais complexe. Les Ashford possédaient des documents, des signatures, des témoins. L'argument le plus solide, déclara un avocat, c'est que vous avez signé sous la contrainte. Vous étiez en deuil, vulnérable, et ils ont exploité cette faiblesse. Mais prouver la contrainte devant un tribunal est ardu. À quel point est-ce difficile? Demanda Isabella. Des mois, voire des années de litige, et cela coûte cher. Lorenzo paie, précisa Isabella d'une voix basse. Oui, mais vous devriez comprendre. Plus cela s'éternise, plus tout le monde exerce une influence sur vous, y compris Monsieur Ducas. Isabella comprit parfaitement. Chaque jour passé sous la protection de Lorenzo, chaque dollar qu'il investissait dans sa défense, l'enfonçait davantage dans un autre type de dette. Elle réalisait que la liberté pourrait être la chose la plus coûteuse qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Lorenzo regagna le penthouse à 2 heures du matin. Isabella était encore éveillée, assise sur le canapé, les lumières éteintes, contemplant la ville. Elle avait tout repassé dans son esprit, les contrats que Lorenzo avait perdus à cause d'elle, la descente fédérale, les avocats qui annonçaient des années pour sa liberté. Elle avait passé la soirée avec Sophia, l'aidant avec ses devoirs et feignant la normalité. Mais une fois la fillette couchée, le poids de la situation s'était abattu sur elle. Lorenzo s'arrêta en la voyant. « Vous devriez dormir. Vous aussi. » Isabella ne se retourna pas. À quel point la perquisition a-t-elle été mauvaise? Gérable. Ils n'ont rien découvert parce qu'il n'y avait rien à trouver. Lorenzo se dirigea vers le bar et se servit à boire. Mais cela déclenchera des audits, des enquêtes, une surveillance accrue. Exactement ce que voulait Ashford. « Combien cela vous coûte-t-il, Lorenzo ?» demanda Isabella en se retournant enfin pour le regarder. « Combien ?» Des chiffres réels, pas les réponses évasives que vous m'avez données. Lorenzo resta silencieux un instant, puis s'assit en face d'elle. Les contrats annulés, 2 millions, ce trimestre, 2000 000 $. L'attention fédérale me coûtera un autre million, en frais juridiques et de conformité, dans 1000 $. La propriété que j'ai achetée pour faire pression sur Ashford a coûté 14 millions de dollars, 14 000 $. Les avocats travaillant sur votre dossier s'élèvent environ à 50 000 $ par mois. 50 000 $. Isabella fit le calcul, se sentant mal. 17 millions de dollars. 17 $. Vous avez dépensé ou perdu 17 millions de dollars en moins de 2 semaines à cause de moi. À cause de la situation, corrigea Lorenzo. Pas à cause de vous. C'est la même chose, et vous le savez. La voix d'Isabella monta. « Je ne suis pas stupide, Lorenzo. Je vois ce qui se passe. Vous vous servez de moi. Vous l'avez dit vous-même. Je suis un levier contre les Ashford. Vous perdez de l'argent, des contrats et votre réputation. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, vous utiliserez ma situation pour obtenir ce que vous voulez d'eux.
C'est une façon de voir les choses. Quelle est l'autre? Isabella se leva, la colère et la frustration bouillonnant. Dites-moi comment cela n'est pas une guerre d'entreprise où vous m'utilisez comme un pion. Dites-moi comment je ne suis pas juste un autre atout que vous protégez jusqu'à ce que je devienne utile. Lorenzo posa son verre lentement. Vous voulez la vérité? Je veux la vérité. Très bien. Il se leva aussi, sa voix se durcissant. Oui, j'exploite la situation à mon avantage. Oui, votre présence ici me donne un levier que je n'aurais pas autrement. Et oui, le moment venu, j'utiliserai ce levier pour négocier de meilleures conditions avec Richard Ashford. C'est ce que je suis. C'est le monde dans lequel je vis. Donc, j'ai raison. Je ne suis qu'un pion. Vous n'avez pas fini d'écouter, dit Lorenzo, sa voix cinglante. J'exploite la situation, mais je vous protège aussi. Ces deux choses ne s'excluent pas mutuellement. C'est si commode pour vous. Ce n'est pas commode, c'est compliqué. Lorenzo s'approcha, ses yeux intenses. Croyez-vous que je recherchais cela? Croyez-vous que j'avais planifié qu'une mariée en fuite s'invite dans ma vie et bouleverse tout? J'étais dans ce train pour affaires, simple, clair, réglé. Et puis, vous êtes apparu, terrifié et désespéré. Et j'ai fait un choix. Quel choix? De m'aider? La voix de Lorenzo baissa. J'aurais pu m'éloigner, j'aurais dû m'éloigner. Quand j'ai compris qui vous étiez, à qui vous étiez lié, chaque parcelle de ma logique me hurlait. Laisse tomber. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que vous avez vu une opportunité. Parce que vous m'avez rappelé ce qu'est le courage. La voix de Lorenzo monta pour la première fois, la surprenant. Vous n'aviez rien, ni argent, ni plan, ni soutien, et pourtant vous avez fui. Vous avez préféré l'inconnu à une cage. Savez-vous à quel point c'est rare? Isabella le fixait, sa colère vacillant. La plupart des gens dans mon monde, continua Lorenzo, sa voix maintenant rauque, auraient choisi la facilité. Épouser le riche, vécu dans le luxe, feint le bonheur, mais vous, non. Vous avez tout risqué pour une chance de liberté. Et oui, j'utilise votre situation à mon avantage, mais je m'assure aussi que vous restiez libre pendant que je le fais. Vous ne pouvez pas promettre cela. Regardez-moi faire. La mâchoire de Lorenzo était serrée. Je ne vous livrerai pas aux Ashford, ni maintenant, ni jamais, même si cela me coûte tout ce que j'ai bâti, parce que certaines choses importent plus que l'argent et les contrats. Isabella sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je compte pour vous? Lorenzo resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce. Ma sœur, la mère de Sofia, était dans un mariage toxique. Son mari était violent, manipulateur. Je ne l'ai vu que lorsqu'il était presque trop tard. Quand elle a enfin demandé de l'aide, je l'ai déménagée avec Sofia ici. Je les ai protégés, mais le mal était fait. Le stress, des années de peur, les médecins ont dit que cela avait contribué à son cancer. Isabella eut le souffle coupé. Lorenzo, je n'ai pas pu la sauver, mais je l'ai sortie de cette cage, et je me suis assuré que Sofia n'ait jamais à y retourner. Il rencontra le regard d'Isabella. Quand je vois ma sœur, quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné, quelqu'un qui a eu le courage de se battre pour cela. Je ne suis pas votre sœur. Non, vous ne l'êtes pas. Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo, quelque chose qu'Isabella ne put identifier, ce qui rend tout plus compliqué. L'air entre eux était lourd, saturé de non-dits. « Je déteste ça, » dit Isabella doucement. « Je déteste être dépendante de vous. Je déteste que des gens vous ciblent à cause de moi. Je déteste de ne pas pouvoir vivre ma propre vie sans que tout le monde essaye de la contrôler. Je sais. Et je déteste qu'une partie de moi commence à vous faire confiance, parce que faire confiance aux gens dans votre monde semble être une chose très stupide à faire. » Lorenzo esquissa un léger sourire, l'expression presque triste. C'est probablement le cas. Isabella se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville endormie. Vous vivez dans un monde brutal, Lorenzo. Les gens comme des actifs, tout mesuré en levier et avantages. Comment dormez-vous la nuit? Honnêtement, Lorenzo la rejoignit à la fenêtre. La plupart du temps, non, mais le jeu ne cesse de se dérouler, car si je m'y refuse, quelqu'un de bien pire prendra ma place. Le reflet de Lorenzo, dans la vitre, est apparu à côté du sien. Mon monde n'est pas tout en noir et blanc, Isabella. Il est teinté de toutes les nuances de gris, complexe. Parfois, il faut agir de manière discutable pour protéger ceux qui nous sont chers. Parfois, la seule voie pour défaire les monstres est de devenir l'un d'eux, ne serait-ce que d'un iota. Cette philosophie est dangereuse, n'est-ce pas? Elle est pourtant fondée sur le réalisme le plus pur. Lorenzo s'est tourné pour lui faire face directement. Je ne suis pas un homme vertueux, je ne tenterai même pas de le prétendre.
Mais je ne suis pas non plus Richard Ashford. Je n'exploite pas les gens pour ensuite les jeter. Je ne les enferme pas en prétendant que c'est de l'amour. Et par l'enfer, je ne force certainement pas les femmes à des mariages qu'elles ne désirent pas. Isabella a examiné son visage, les traits ciselés, les yeux sombres qui avaient tant vu, les barrières qu'il maintenait si soigneusement en place. Mais sous cette carapace, elle commençait à déceler une autre facette, une forme de droiture, étrangement déformée. Que se passera-t-il lorsque tout cela sera terminé? A-t-elle demandé doucement. Quand les Ashford reculeront et que votre influence aura disparu? Je l'ignore, a reconnu Lorenzo. Je suppose que nous le découvrirons le moment venu. Cette réponse ne satisfait guère. C'est la seule réponse honnête que je puisse vous offrir. Lorenzo a maintenu son regard. Mais je peux vous garantir ceci. Quoi qu'il advienne, vous aurez le choix. Un véritable choix. Pas des mariages forcés ou des dettes écrasantes. Simplement des options. Isabella désirait le croire. Mon Dieu, elle le désirait tellement ardemment. J'ai peur, a-t-elle murmuré. Tant mieux. La peur entretient la vigilance. La voix de Lorenzo était douce à présent. Mais vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je suis de votre côté, Isabella, même quand vous n'y croyez pas. Isabella ignorait depuis quand elle pleurait, mais elle sentait désormais les larmes sur ses joues. Lorenzo a tendu lentement sa main, lui laissant le temps de se retirer. Comme elle n'a pas bougé, il l'a serrée dans ses bras. Elle s'est blottie contre lui, s'accordant ce seul instant de faiblesse. Il était chaleureux, solide, stable, et, un court instant, elle s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le ressentait. « Je suis toujours en colère contre toi », a-t-elle dit contre sa poitrine. « Je sais, et je ne te fais pas encore entièrement confiance. C'est sage, mais merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Les bras de Lorenzo se sont légèrement resserrés autour d'elle. « Je ne le ferai pas, je te le promets. » Ils sont restés là dans l'obscurité, deux êtres pris au piège de circonstances impossibles, se raccrochant l'un à l'autre comme à des bouées de sauvetage. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, Isabella s'est permis de croire que, peut-être, la survie n'était pas le meilleur objectif qu'elle puisse espérer. Peut-être, juste peut-être, pouvait-elle réellement triompher. Le gala de la Fondation Sinclair représentait l'événement mondain le plus couru de la saison. L'élite de Chicago s'était réunie dans une salle de bal scintillante, feignant de se soucier de la charité tout en jaugeant secrètement les richesses et l'influence de chacun. Isabella se tenait à l'écart, dans une robe bleu nuit choisie par l'assistante de Lorenzo. Elle lui allait à merveille, élégante sans ostentation. Ses cheveux étaient surélevés, son maquillage discret. Elle semblait à sa place ici, mais en elle, elle ne s'y sentait pas. « Respirez », a murmuré Lorenzo à côté d'elle, absolument ravissant dans son smoking noir. « Votre présence ici est légitime. Tout le monde vous observe. Laissez-les faire. » Lorenzo a pris 2 coupes de champagne à un serveur de passage, lui en tendant une. « La moitié vous observe parce que vous êtes sublime. L'autre moitié vous observe à cause des rumeurs. Dans tous les cas, tenez bon. 10, 10 jours s'étaient écoulés depuis leur confrontation. 10 jours de manœuvres légales méticuleuses, de planification stratégique et d'apprentissage par Lorenzo à Isabella comment naviguer dans son monde. Elle avait été terrifiée lorsqu'il avait suggéré d'assister au gala, mais il avait insisté. « Si vous vous cachez, ils gagnent », avait-il dit. « Vous les affrontez publiquement, avec moi à vos côtés, et vous leur montrez que vous n'avez pas honte, que vous n'êtes pas brisé, que vous ne leur appartenez pas. » Ainsi, elle se retrouvait dans une pièce remplie de gens qui avaient probablement entendu toutes les versions de son histoire, mariée en fuite, femme instable, chercheuse d'or, selon qui la racontait. « Voici Ashford », a murmuré Lorenzo, désignant l'extrémité lointaine de la salle de bal. Richard Ashford se tenait avec un groupe d'hommes d'affaires, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression empreinte de confiance. Marcus était à ses côtés, semblant mal à l'aise dans son smoking. Le ventre d'Isabella s'est noué en voyant son ancien fiancé. « Je n'y arrive pas », a-t-elle murmuré. « Oui, vous y arriverez. » La main de Lorenzo a trouvé le creux de son dos, stable et rassurante. « Vous êtes plus forte que tous. Il est temps de le prouver. » Ils ont traversé la foule. Isabella sentait les murmures les suivre comme une vague. Lorenzo l'a présenté à plusieurs personnes, investisseurs, partenaires commerciaux, mondains, toujours avec des involtures, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. « Isabella Marlowe, disait-il, elle m'aide sur un projet d'acquisition d'œuvres d'art. » Le mensonge était fluide, plausible. Isabella a joué le jeu, discutant d'histoire de l'art avec des gens qui n'en savaient manifestement rien,
mais feignaient d'être fascinés. Ils se trouvaient de près du bar lorsque Marcus les a interceptés. « Isabella !» Sa voix était froide. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Marcus !» Elle a gardé sa voix stable. « Comment allez-vous ? Comment vais-je » Le visage de Marcus est devenu rouge. « Tu m'as humilié toute ma famille. Tu as disparu le jour de notre mariage, et maintenant tu te montres ici avec... » Il a regardé Lorenzo avec une mépris mal dissimulé. « Avec lui. »« Monsieur Ashford, » a dit Lorenzo posément. « Peut-être n'est-ce pas l'endroit pour faire une scène. Ne me dites pas ce que je dois faire dans mon propre cercle social. » Marcus s'est approché d'Isabella, sa voix baissant jusqu'à un murmure dur. « Tu nous dois, Isabella. Tu dois tout à ma famille. T'enfuir n'efface pas la dette de ton père. » En fait, a retenti une nouvelle voix. C'est exactement ce que nous devons discuter. Richard Ashford était apparu, son sourire aiguisé et calculateur. Il a hoché la tête poliment à Lorenzo. « Monsieur Duca, je vois que vous avez diverti notre mariée en fuite. Je préfère la considérer comme une invitée, » a répondu Lorenzo calmement. « Quelle générosité !» Richard s'est tourné vers Isabella, ses yeux froids malgré son ton agréable. « Ma chère, vous avez causé un sacré émoi ces dernières semaines. Les gens s'inquiètent ni pour vous. Certains disent même que vous avez eu une dépression. D'autres suggèrent que vous avez été forcé de vous cacher. » Isabella a senti l'attention des invités proches se tourner vers eux. C'était délibéré. Richard créait une scène, forçant une confrontation publique. « Je vais bien, » a dit Isabella fermement. « J'ai fait mes propres choix. »« Des choix ?» Richard a ri doucement. « Vous voulez dire fuir vos obligations, rompre un accord légal? Votre père devait 12 millions de dollars à ma famille. Vous avez accepté d'honorer cette dette par le mariage. Ce que vous avez fait est un pur et simple vol. » Plus de gens regardèrent maintenant. Isabella sentait son visage chauffer, la honte et la colère se livrant bataille en elle. « En fait, » a interjeté Lorenzo avec aisance, « les avocats d'Isabella ont des perspectives intéressantes sur cet accord. Les contrats signés sous la contrainte sont rarement applicables. »« Contrainte ?» Marcus a ricané. « Elle a eu toutes les opportunités de... » « De quoi ?» La voix de Lorenzo était calme, mais portait un tranchant qui a fait taire Marcus. « De se forcer à un mariage ou de tout perdre, cela ressemble à de la contrainte pour moi. » Le sourire de Richard n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont durcis. « Monsieur Duca, je vous suggère de rester en dehors des affaires familiales. Isabella nous appartient et n'a qu'à régler ses obligations comme une adulte. Je n'appartiens à personne, » dit Isabella, retrouvant sa voix, plus forte maintenant, « ni à votre famille, ni à Marcus. Je ne suis pas une propriété à échanger contre une remise de dette. » « Paroles audacieuses pour quelqu'un qui vit de la charité d'un autre homme, » a dit Richard, son ton dégoulinant de condescendance. Il a légèrement élevé la voix, s'assurant que les invités proches pouvaient entendre. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la scène, mais j'estime qu'il est important de rétablir la vérité. Mademoiselle Marlowe ne va pas bien. Elle a subi une tension considérable depuis le décès de son père. Nous voulons seulement l'aider, lui offrir la sécurité et la stabilité dont elle a besoin. »« La sécurité d'un mariage forcé, » a interrompu Isabella, sa colère éclatant enfin. « La stabilité d'être contrôlée par votre famille pour le reste de ma vie. »« Tu es hystérique, » a dit Marcus. « C'est exactement de quoi je parle. Tu ne penses pas clairement. »« Elle pense parfaitement clairement, » a dit Lorenzo. « Contrairement à votre famille. » Richard s'est tourné vers Lorenzo, son masque de politesse se fissurant enfin. « Vous avez fait une erreur, Duca, les bergers. Vous immiscez dans nos affaires. Vous le regretterez. »« Vraiment ?» Lorenzo a sorti son téléphone avec un calme délibéré. « C'est intéressant, car j'ai des informations commerciales que vos investisseurs pourraient trouver fascinantes. De quoi parlez-vous » Lorenzo a tapoté son téléphone. Autour de la salle de bal, plusieurs téléphones d'invités ont sonné simultanément. Je viens d'envoyer un document à tout le monde lors de ce gala. Il détaille des irrégularités financières très intéressantes au sein d'Ashford Industries. Compte offshore, comptabilité créative, argent qui aurait dû aller aux investisseurs disparaissant mystérieusement. Le visage de Richard est devenu blanc. Ce sont des informations d'entreprises privées. C'est de la fraude, a corrigé Lorenzo, et de l'évasion fiscale, et environ 6 autres crimes fédéraux. Il a regardé la foule rassemblée, dont beaucoup regardaient maintenant leur téléphone, avec des expressions de choc. J'ai fait examiner votre entreprise par des experts comptables judiciaires pendant deux semaines. Il s'avère que lorsque vous mettez la pression à la mauvaise personne, elle riposte.
Isabella a observé avec stupeur comment la dynamique sociale se transformait en temps réel. Des investisseurs qui, quelques instants auparavant, sympathisaient avec Richard, reculaient désormais, le regardant avec suspicion. Les murmures se sont répandus dans la salle de bal, comme une traînée de poudre. « Vous mentez », a dit Marcus désespérément. « C'est faux. C'est très réel », a dit Lorenzo calmement. Et cela a déjà été envoyé à la SEC, à l'IRS et à plusieurs journalistes financiers. D'ici lundi matin, Ashford Industries sera sous enquête. Le cours de vos actions s'effondrera. Vos investisseurs fuiront. Richard semblait avoir été frappé. « Vous nous avez détruits. »« Non, » a dit Lorenzo tranquillement. « Je vous ai simplement montré à tous ce que vous êtes réellement. Vous vouliez jouer au plus fort avec Isabella, la presser économiquement, la forcer à retourner dans une cage. Je ne fais que vous rendre la pareille. » La pièce était silencieuse à présent. Alors que chaque regard se posait sur elle, des larmes de soulagement, d'une profonde vindication, inondèrent les yeux d'Isabella. Richard Ashford, l'homme qui avait, pendant des mois, orchestré sa vie, paraissait soudainement insignifiant, privé de tout pouvoir. « Laissez-la tranquille !» lança Lorenzo, sa voix résonnant dans la salle de bal. « Retirez vos accusations, éloignez-vous, et peut-être, seulement peut-être, envisagerai-je de ne pas dévoiler le reste de mes découvertes. » Un murmure s'éleva de la foule. « Il y en a plus ?» La mâchoire de Richard tressaillit, muette. Marcus, partagé entre son père et Isabella, affichait un visage rougi de honte et de colère. Enfin, Richard brisa le silence, sa voix empreinte d'une rage à peine contenue. « L'affaire n'est pas terminée. »« Oh que si !» répliqua Isabella, sa voix retrouvant force et clarté. Richard tourna les talons et s'éloigna, Marcus le suivant comme un chien battu. La foule s'écarta pour eux, non plus empreinte de respect, mais fascinée par la chute des puissants. Les mains d'Isabella tremblaient. Lorenzo saisit sa coupe de champagne avant qu'elle ne la brise. « Vous avez bien agi, » dit-il doucement. « Vous les avez anéantis. J'ai rétabli l'équilibre. » Lorenzo la guida vers la sortie. « Venez, partons d'ici. » En quittant la salle, des chuchotements les suivirent, mais leur nature avait changé. Non plus scandalisés, ils étaient admiratifs, curieux. Elle était entrée comme la mariée en fuite. Elle repartait métamorphosée, telle une femme qui avait combattu et triomphé. Les répercussions de l'échafaudage de ce soir-là furent rapides et dévastatrices pour les Ashford. Dès le lundi matin, les actions d'Ashford Industries avaient rechuté de 23%. Le mardi, 3 investisseurs majeurs s'étaient retirés. Le mercredi, des enquêteurs fédéraux avaient fait irruption au siège de l'entreprise, munis de mandats. Isabella, depuis le penthouse de Lorenzo, observait le déclin, à la fois terrifiée et émerveillée par ce qu'ils avaient déclenché. La SEC agit vite, rapporta Marco lors d'une réunion dans le bureau de Lorenzo, Isabella écoutant discrètement depuis un coin. Il décrime cela comme l'une des plus grandes fraudes d'entreprise de l'année. Richard Ashford a déjà retenu les services d'avocat. « Et Marcus ?» demanda Lorenzo. Il tente de se dissocier de son père, affirmant ignorer les irrégularités financières. Marco afficha un sourire narquois. Personne n'y croit. Lorenzo hocha la tête, satisfait. Et nos contrats, les trois qu'ils ont annulés, nous les avons récupérés. Plus deux autres. Il semble que personne ne veuille plus collaborer avec les Ashford, et tout le monde souhaite s'allier à celui qui les a fait chuter. Après le départ de Marco, Isabella prit la parole. Vous les avez vraiment anéantis. Je les ai exposés, corrigea Lorenzo. Ils se sont détruits eux-mêmes il y a des années par leur avidité. Je n'ai fait que m'assurer que tous en prennent conscience. Ce n'est pas seulement de la stratégie commerciale, c'est de la guerre, conclut Isabella. Oui, répondit Lorenzo sans se justifier. Ce n'est que la réalité. Le téléphone burner qu'il lui avait donné vibra. Isabella regarda l'écran et se figea. C'est des avocats de Richard Ashford. Lorenzo s'approcha et lut par-dessus son épaule. L'email, formel et glacial, était exactement ce qu'ils attendaient. Au nom de la famille Ashford, nous retirons par la présente toutes les réclamations contre Isabella Marlowe concernant la dette de Robert Marlowe, décédé. De plus, nous retirons toute action en justice concernant l'accord de mariage annulé entre Isabella Marlowe et Marcus Ashford. Mademoiselle Marlowe est libérée de toutes ses obligations financières et autres. Cette affaire est close. Isabella le relut trois fois. C'est fini. Ah, c'est fini, confirma Lorenzo. Elle aurait dû ressentir le soulagement, la joie de la victoire. Au lieu de cela, un vide l'envahit, comme si elle avait couru si longtemps que s'arrêter lui semblait étrange. « Et mon oncle ?» demanda-t-elle.
Thomas s'en est déjà occupé, répondit Lorenzo en affichant un autre document. Vos avocats ont intenté une action en justice pour ordonnance restrictive d'éloignement, motivée par la tentative d'enlèvement. Il a été prévenu que tout contact ultérieur entraînerait des poursuites. Et avec la mise à l'écart des Ashford, il n'a plus aucun moyen de revendiquer les biens de votre famille. Alors, je suis libre. Isabella prononça ces mots, en testant leur sonorité. Vraiment libre. Vous êtes libre, confirma Lorenzo. Isabella se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui avait été sa prison et son refuge. Merci. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci pour tout. De rien. Elle se tourna vers lui. Que va-t-il se passer maintenant? Lorenzo resta silencieux un instant. Que voulez-vous qu'il se passe? Je ne sais pas, répondit Isabella avec un rire nerveux. J'ai passé tellement de temps à fuir, à me cacher ou à me battre. Je n'ai pas pensé à l'après. Vous pouvez rester ici, proposa Lorenzo, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Sophia vous adore. Madame Chun dit que vous êtes la seule personne à pouvoir convaincre l'enfant de manger des légumes. Isabella sourit. Je ne peux pas rester ici éternellement, Lorenzo. Pourquoi pas? Parce que... Elle chercha ses mots. Parce que c'est votre monde, votre foyer, votre vie, et je dois trouver la mienne. Vous pensez que vous ne pouvez pas le faire ici? Je pense que si je reste trop longtemps, je deviendrai partie de votre organisation, partie de votre monde, et je ne saurai jamais qui je suis en dehors de cela. Isabella s'approcha de lui. Oh, vous m'avez sauvé, protégé, rendu ma liberté, mais je ne peux pas échanger une forme de dépendance contre une autre. L'expression de Lorenzo était indéchiffrable. Alors, vous partez? Je trace ma propre voie, corrigea Isabella. Cela ne signifie pas que je suis ingrate, ou que je ne... Elle hésita, ne sachant comment finir cette phrase. Ne quoi? Ne tient pas à vous, admit-elle doucement, et à Sophia, et même au grincheux, Anthony. Mais je dois me débrouiller seule, construire quelque chose qui m'appartienne. Lorenzo resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. Je comprends. Vraiment? Ma sœur, dit Lorenzo doucement. Quand elle ait quitté son mari, elle aurait voulu rester avec moi pour toujours, se cacher sous ma protection. Mais je lui ai dit la même chose. Tu dois trouver ta propre force, ne pas emprunter la mienne. Elle m'a détesté pour cela, au début. Mais finalement, elle a bâti une vie dont elle était fière, indépendante, forte, la sienne, même si ce fut difficile, surtout parce que ce fut difficile. Lorenzo se dirigea vers son bureau et sortit un dossier. C'est pourquoi j'ai demandé à mes avocats de préparer ceci. Isabella prit le dossier confuse. À l'intérieur se trouvaient des documents, des titres de propriété, des informations de compte, des papiers légaux. Qu'est-ce que c'est? Les actifs restants de votre famille, ceux que votre oncle essayait de voler. Les avocats les ont sécurisés. Lorenzo désigna des documents spécifiques. L'entrepôt à Brooklyn, les licences d'importation que votre père détenait. Environ 2 millions. 2000 milles de dollars en compte récupérable. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un début. Les mains d'Isabella tremblèrent. Lorenzo, c'est trop. C'est à vous. Ça l'a toujours été. Je me suis juste assuré que vous le récupériez. Il sortit un autre document. Et ceci est un contrat de consultation. Plusieurs de mes entreprises légitimes ont besoin de quelqu'un avec votre expérience en art et en importation. 6 mois, 6, de bons salaires, sans contrainte. Après cela, vous pourrez décider si vous voulez rester ou créer votre propre entreprise. Pourquoi faites-vous cela? Parce que la liberté sans ressources n'est pas vraiment la liberté, dit simplement Lorenzo. Vous avez besoin d'une base pour construire, cela vous la donne. Isabella sentit des larmes monter. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. Dites que vous considérerez que partir ne signifie pas forcément disparaître. La voix de Lorenzo était prudente, contrôlée. Dites que vous reviendrez dîner parfois, parce que Sophia sera dévastée si vous disparaissez complètement. Juste Sophia? Demanda Isabella doucement. Lorenzo soutint son regard. Non, pas seulement Sophia. L'air entre eux vibrait de tout ce qu'ils ne disaient pas, tout ce qui était compliqué, impossible et réel. J'ai besoin de temps, dit Isabella, pour découvrir qui je suis quand je ne fuis plus, quand je ne me cache plus, quand je ne suis plus protégée. Je sais, mais je ne disparais pas, je le promets. Elle posa le dossier et s'approcha de lui. Vous m'avez rendu ma vie, Lorenzo. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que vous verrez ce que j'en ferai. C'est tout ce que j'obtiens? Sa voix était basse, prudente. Pour l'instant, répondit Isabella, tendant la main pour embrasser sa joue, laissant sa main s'attarder sur sa mâchoire. Reposez-moi la question dans 6 mois, quand je me tiendrai sur mes propres pieds.
C'est long. Alors je suppose que vous devrez être patiente, sourit-elle, et cette fois son sourire atteignit ses yeux. J'entends que vous êtes très douée pour la stratégie et la planification à long terme. Je suis meilleure pour obtenir ce que je veux. Alors prouvez-le. Isabella recula, créant de la distance entre eux, même si tout en elle la poussait à rester proche. Prouvez que cela ne concerne pas le contrôle, la possession ou l'influence. Prouvez que vous pouvez me laisser partir et me faire confiance pour que je revienne. Lorenzo la regarda longuement. Isabella vit la bataille qui se livrait derrière ses yeux. La partie de lui habituée à tout contrôler luttait contre la partie qui comprenait ce dont elle avait besoin. Finalement, il hocha la tête. 6 mois, 6. 6 mois, 6, acquiesça Isabella. Elle quitta son bureau et alla dire au revoir à Sofia, qui pleura et fit promettre à Isabella de lui rendre visite chaque semaine. Madame Schun lui prépara de quoi manger pour une semaine. Même Anthony lui serra la main à contre-cœur et lui dit qu'elle avait de bons instincts pour quelqu'un qui n'avait pas grandi dans ce milieu. Lorenzo fit accompagner Isabella par Vincent jusqu'à un appartement meublé, modeste, sûr, le sien. Les papiers étaient déjà à son nom. Alors qu'Isabella se tenait dans sa nouvelle maison, petite, vide, pleine de possibilités, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle avait contribué à se sauver elle-même. Et pour la première fois de sa vie, l'avenir lui appartenait. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabella avait quitté l'attique de Lorenzo. 5 mois à bâtir sa propre entreprise de conseil, à gérer les actifs récupérés de sa famille, à prendre des décisions qui lui étaient entièrement propres. Elle avait embauché 3 employés, obtenu 4 clients majeurs et emménagé dans un appartement plus grand qu'elle avait décoré elle-même. Elle avait dîné avec Sofia tous les dimanches, enseignant à la petite fille à peindre et écoutant ses histoires d'école. Elle avait même accepté à contre-cœur les conseils d'Anthony pour négocier son premier contrat majeur, des conseils qui lui avaient permis d'économiser 20 000 dollars américains. Et elle avait vu Lorenzo, pas souvent, pas autant qu'une partie d'elle le désirait, mais assez pour savoir que ce qu'elle ressentait pour lui n'avait pas diminué avec la distance. Si son amour avait pu s'affaiblir, il s'était au contraire intensifié. Isabella se tenait ce soir-là sur le quai de la gare, l'endroit même où tout avait commencé. La même solitude nocturne, le même fredonnement des néons au-dessus d'elle, le même tableau des départs, clignotant de destination. Mais tout le reste avait changé. Elle ne portait plus de robe de mariée dissimulée sous un manteau. Elle ne fuyait plus. Elle n'avait plus peur. À présent, elle choisissait. Je me demandais si tu viendrais vraiment ici. Isabella se retourna et vit Lorenzo s'approcher d'elle, les mains dans les poches, vêtu d'un jean foncé et d'un blouson de cuir, délaissant ses habituels costumes. Il paraissait plus jeune, moins sur ses gardes. « Tu as reçu mon message » dit-elle. Un texto énigmatique disant « Rendez-vous à la gare ». Minuit. Comment aurais-je pu refuser? Lorenzo s'arrêta à quelques pas, scrutant son visage. « Tu as bonne mine, heureuse ?»« Oui, répondit-elle, sincère. L'entreprise prospère. J'ai décroché un contrat avec un musée à Boston pour une collection de la Renaissance italienne. 6 chiffres. J'ai entendu Anthony en parler. Il a fait semblant de ne pas être impressionné, ce qui signifie qu'il l'était énormément. Isabella sourit. « Comment va Sofia? Tu lui manques? Elle m'a fait promettre de te demander quand tu viendrais dîner à nouveau. Ce dimanche? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et toi? Demanda doucement Lorenzo. Qu'est-ce qui te manque? Isabella retint sa respiration. C'était le moment qu'elle préparait depuis 5 mois. Beaucoup de choses. La cuisine de Madame Chen, le rire de Sofia, la vue depuis ton penthouse. Elle marqua une pause. Toi? Lorenzo fit un pas de plus. Cela fait 5 mois, 2 semaines et 3 jours. Mais qui compte? Toi? Répondit-elle. Chaque jour. Sa voix était rauque. Tu m'as demandé de prouver que je pouvais te laisser partir, que je pouvais avoir confiance en ton retour. Cela a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que d'affronter les Ashford, infiniment plus difficile. Lorenzo se rapprocha encore. Au moins, avec eux, je pouvais agir, me battre, élaborer une stratégie. Avec toi, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre et espérer que ce que nous avions était assez réel pour survivre à la distance. C'était réel, dit doucement Isabella. C'est réel, mais j'avais besoin de savoir que je pouvais me débrouiller seul, que je te choisissais parce que je le voulais, pas parce que j'en avais besoin. Et maintenant, je sais qui je suis sans toi. Isabella combla la distance restante entre eux, ce qui signifie que je peux enfin savoir qui je suis avec toi. La main de Lorenzo se posa sur son visage,
son pouce effleurant sa joue. « Tu es sûr? Parce que mon monde est compliqué, dangereux, gris d'une manière qui pourrait ne jamais être complètement pure. Je sais ce qu'est ton monde, j'y ai vécu. » Isabella couvrit sa main de la sienne. « Mais j'ai aussi vu ce que tu es, protecteur, loyal, quelqu'un qui tient ses promesses et se bat pour les gens qui lui sont chers, quelqu'un qui m'a laissé partir quand je l'ai demandé, même si cela t'a coûté. »« Cela m'a tout coûté, » admit Lorenzo. « Ces derniers mois sans toi étaient nécessaires, » acheva Isabella pour eux deux, mais ils sont terminés maintenant. Un train entra en gare, le même itinéraire de fin de soirée vers Chicago. Les portes s'ouvrirent, attendant. Isabella jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur Lorenzo. « La dernière fois que j'étais ici, je fuyais une vie que je ne voulais pas, vers un inconnu qui me terrifiait. Je suis monté dans ce train par désespoir, et maintenant je suis exactement là où je veux être. » Isabella enlaça ses bras autour de son cou. « Je ne fuis plus, Lorenzo, je suis choisi, je te choisis, nous. » Les bras de Lorenzo s'enroulèrent autour de sa taille, la serrant tout contre lui. « Tu es sûr? Parce qu'une fois que tu auras choisi ceci, je ne te laisserai plus partir. »« Tant mieux, » dit Isabella, « parce que je ne vais nulle part. » Il l'embrassa alors, doucement et lentement, empli des 5 mois d'attente, de tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, les disputes, les jeux stratégiques qui étaient devenus quelque chose de réel. Les portes du train se refermèrent, le moteur fredonna, il s'éloigna du quai, filant vers Chicago sans eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Lorenzo posa son front contre le sien. « Je t'aime. J'ai essayé de ne pas le dire, d'essayer de te laisser de l'espace. Mais je t'aime. Je sais, » sourit Isabella. « Je le savais depuis un moment, probablement depuis que tu m'as rendu les biens de ma famille et que tu n'as rien demandé en retour. J'aurais dû le dire à ce moment-là. Non, le moment devait être le bon. Je devais être prête à l'entendre. » Isabella l'embrassa de nouveau, bref et doux. « Je t'aime aussi, même si tu es autoritaire et surprotecteur, et que tu vis dans un monde moralement ambigu qui me fait encore parfois peur. Je peux travailler sur la partie autoritaire. Ne le fais surtout pas. Sofia a besoin de quelqu'un pour la faire manger ses légumes. » Lorenzo rit. Ce son, riche et authentique. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? » « Maintenant ?» Isabella prit sa main. « Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous dînons dimanche avec Sofia. Nous construisons quelque chose ensemble. Peut-être une association professionnelle. Peut-être quelque chose de plus familial. Nous aviserons au fur et à mesure. Ce n'est pas vraiment un plan. J'apprends que les meilleures choses de la vie ne proviennent pas de plans établis. » Isabella serra sa main. Elle découle de trains de minuit, de choix désespérés et d'hommes dangereux qui, après tout, se révèlent avoir un cœur. Fais attention, tu vas ruiner ma réputation. Ta réputation peut y faire face. Ils sortirent de la gare ensemble, laissant derrière eux le lieu où tout avait commencé, où une mariée en fuite s'était effondrée sur un siège à côté d'un inconnu et avait, sans le savoir, changé leurs 2 vies pour toujours. Ce qui avait commencé comme une évasion était devenu une stratégie. La stratégie était devenue protection. La protection était devenue confiance. Et la confiance était finalement devenue amour. Isabella Marlowe ne fuyait plus sa vie. Elle courait vers elle, vers un avenir qu'elle choisissait avec un homme qui avait prouvé qu'il pouvait être à la fois son partenaire et son égal. La gare de minuit s'estompait derrière eux alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit de Chicago. Mais Isabella savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Jamais n'oublierait le moment où son ancienne vie s'était achevée et où sa nouvelle avait commencé. Non pas par une fin, mais par un choix.